en fait. Déjà, voir le PS et Union de gauche de la même phrase, tu vois, pour ma part, moi, ça fait pas spécialement rire parce que concrètement, on a toujours dit qu'ils étaient de droite, en fait. Et encore une fois, comment il s'appelait là? Paul Melun, là? Ou qui avait fait sa petite lettre disant des bails du genre, oui, l'électorat indigéniste et communautariste, en fait, qui l'oppose à leur petit prolétariat, comment dire, légitime, c'est-à-dire les petits blancs qui votent extrême droite, en fait, disons-le clairement. Du coup, bah, déjà, ça me casse, ça, je vous avoue que ça me tend un petit peu cette histoire, en fait. Et en vrai, c'est qui me tue, en fait, c'est que là, concrètement, il y a vraiment une frange de militants, en fait, qui se disent toujours PS, alors que concrètement, ils ont rien à voir dans le parti. En fait, c'est, bah, encore une fois, bon, on va reprendre le même exemple, c'est Manuel Valstière, en fait, et genre, mais ils se permettent d'ouvrir leur gueule, mais genre, mais je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent la fermer définitivement, en fait. Je sais pas si vous avez des idées ou des trucs du genre. Faut quand même éviter de dire des insultes comme petit blanc. On est un space bienveillant ici. Oh bah, ah, Républicain, comme désolé, t'as dit, je suis désolé, j'ai républicain compris. tout à l'heure, on aimerait le respect. On est républicain et bienveillant et on voit pas les couleurs. Donc D'accord. voilà. Du coup, si ça vous dérange pas, Comment? je vais prendre une option très républicaine aussi et les appeler les petits colons. Je pense que ça va, ça parle pas de Co- couleur, on est d'accord? Ouais, c'est bon, là on est bon, on est bon. Ouais, Comment ok. elle a bégayé l'autre pour expliquer c'était quoi le républicain pour elle? Elle n'a pas répondu d'ailleurs. Alors, Elle s'est Par enfuie, hein, rapport elle à... n'a pas répondu. elle a refusé parce qu'elle savait que j'allais la choper par le col. Mais oui, elle t'a absolument pas répondu à ta question. Alors tu lui as Elle a même répété nié. au moins C'est 3 pire. fois. Elle a nié qu'elle avait dit qu'elle allait répondre. En fait, c'est pire encore. Ouais, alors qu'elle l'avait dit, hein. Rêve, je ne vous dois pas de réponse, hein? Ok, je vous dois pas de réponse. Voilà. Arrêtez, Rêve. Mais du Non, et coup, puis Ah non, mais c'est trop. c'est la ligne un peu printemps. Pour moi, c'est la ligne printemps républicain. Et tu vois, Tatoum, tu disais que tu disais qu'on pouvait, qu'on pouvait encore les qualifier de gauche, etc. pour certains. En tout cas, ceux-là, pour moi, ils sont totalement de droite. En fait, c'est totalement la ligne printemps républicain. C'est la ligne du PS qui cire les pompes constamment à la LICRA. Pour moi, on peut absolument plus les qualifier de gauche. Salut tout le monde. Ah, mais clairement, les PS de Yo. suspense. D'ailleurs, ils ont été invités à partir. Et de l'autre côté, là, qu'on appelle ELV. Alors moi, écoutez, hier matin, moi j'étais estomaqué. Hein. J'ai écouté, j'ai cru qu'il avait bu. J'ai dit ivresse manifeste à France Inter, Jadot. C'était invraisemblable. Lui, Bayou. Alors ils ont dit une phrase, ils ont dit oui, on est pour l'Europe, mais on n'est pas pour la désobéissance et pas l'Europe à la carte. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je veux dire, ça veut dire quoi? Je veux dire, il y a déjà plein de problèmes de distorsion dans l'Union européenne. Il y a des gens qui contestent ça. Par exemple, vous avez le problème de convergence fiscale, convergence de cotisation sociale. Et tu dois contester à qui? C'est un lieu de négociation, l'Europe. Et il y a des fois des gens qui désobéissent ou qui portent vraiment la contestation. Et ils viennent dire quoi? Non, 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 c'est pas l'Europe à la carte. On désobéit pas à l'Union européenne. Déjà, c'est à double tranchant et c'est absurde ce qu'ils viennent de dire parce que justement en France, les gens ont du mal avec la fédéralisation de l'Europe. Alors, ils viennent dire oui, on va désobéir. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, c'est pas le lieu d'une négociation, c'est pas le lieu. Enfin, je veux dire, moi, je crois que aujourd'hui, il y a eu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ELB? Ils ont été un petit peu rembarrés, un peu au niveau du discours par des militants ou pas? Parce que j'ai lu Jadot critiqué par la base, je sais pas quoi, je sais pas si vous savez des trucs là-dessus. Enfin, il est complètement fou, ce type. Hein. Je sais pas si quelqu'un sait des trucs, ce qui s'est passé chez ELV. Non, mais parce que les vraies intentions, tu sais très bien que c'est pas ça. Les vraies intentions, c'est que la ligne Jadot, c'est la ligne qui veut se rapprocher de Macron. Donc, c'est la ligne qui est Macron-compatible. Et là, ils sont juste en train de saboter la négociation pour justement pouvoir s'allier avec Macron. Bayou n'est pas très, très clair sur cette question parce que, bon, ils ont fait fuiter des conversations où c'était un peu lui qui résistait, mais je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, l'autre, comment il s'appelle encore? Jadot, il est clair. Hein? Jadot, il est clair. Jadot, il ne veut pas de Mélenchon. Il continue la stratégie de la campagne électorale présidentielle. Donc, le but, ce n'est pas la cohérence de leur politique, ce n'est pas le fond de leur critique sur la position sur l'Europe, etc. Non, le truc, c'est le but. Pourquoi il le fait là et maintenant?
pendant qu'ils sont en train de négocier. Parce que soit tu acceptes la négociation, soit tu n'acceptes pas la négociation. Tu ne viens pas dire surtout des trucs sur lesquels la France insoumise a posé son veto. Hein. Ils ont dit très clairement que sur la position de l'Europe, ce n'est pas négociable. La désobéissance, la transition écologique, ce n'est pas négociable. La retraite à 60 ans, ce n'est pas négociable. L'augmentation des salaires, ce n'est pas négociable. L'augmentation des retraites, ce n'est pas négociable. Les minima sociaux, ce n'est pas négociable. Eux, ils sont très clairs. Hein. C'est ça les bases. Personne ne peut être d'accord avec ça et ne peut être en désaccord et encore se dire de gauche. Quoi. Donc, il faut qu'ils trouvent des petits trucs par-ci, par-là. Quoi. C'était pareil que Benoît Hamon en Après, si je peux me 2017. permettre, le truc, c'est que Jadot, bah, déjà, c'est un chien de la casse. Bon, désolé de dire ça comme ça, mais bon, voilà, il tend aussi un peu, ce gars. Et genre, depuis les européennes, en fait, je sais pas si vous vous en souvenez, où c'était déjà, où on sentait déjà que c'était Macron compatible. Il y avait déjà des unes du Canard qui sortaient en mode, c'est bon, ça faisait des petits accords avec Macron pour faire que, c'était, comment ça s'appelait la députée qui avait essayé de faire passer sur le Conseil européen, là, c'était, attends, merde, Nathalie Loiseau, je crois. La meuf du GUD, là, enfin, qui était au GUD. Ouais, Ouais, c'est Loiseau, la meuf du ouais, GUD. c'est ça. Oui, voilà. Donc oui, du coup, lorsque tu sais que déjà il y avait déjà des négociations qui se faisaient, c'était en 2019 du coup, en mode oui, faut faire le nécessaire pour que ce soit elle qui passe parce que tu comprends, et que concrètement il y avait beaucoup de personnes qui pressentaient déjà, même à ce moment-là, que Jadot aurait eu des chances de rentrer dans le gouvernement Macron de cette époque-là. En plus, je crois que c'était peu de temps après que comment ça s'appelait, Ousmane Yaman là. Hulot. Comment il s'appelle? Hulot. Voilà, Hulot. Ouais, Nicolas. Oui, lorsque Nicolas Hulot, en fait, il y avait souvent le nom de Jadot qui remontait. En fait, tu te dis, encore comme les autres, comme le Manuel Valls et tout ça, qu'est-ce qu'ils foutent dans des partis de gauche, en fait, les mecs? Concrètement, ce qu'ils devraient juste faire, s'ils avaient un minimum de respect envers eux-mêmes, un peu d'intelligence et un peu de décence, enfin, donc, quoi qu'ils sont quand même intelligents, parce qu'en fait, laisser des titres de droite aux têtes de partis de gauche, en fait, pour tout faire péter, c'est un bon plan en soi. Mais voilà, le truc, c'est que oui, je pense que ça, je dirais pas que ça, en fait, le truc ce qui s'est passé hier, en fait, ça m'étonne pas. C'est juste, j'étais limite à me dire à quel moment ça arrivait, en fait. Et voilà, bah, c'est arrivé hier, quoi. Si je, oh, je sais pas si on m'entend. Non, on t'entend. Si. Oui, si on revient un peu sur le PS, je suis d'accord avec ta sur le fait que ils ont réellement senti qu'ils étaient vraiment en train de disparaître et même de perdre leur ancrage local. Justement, Letty, elle en parlait. Ça se voyait dans son discours que là, maintenant, elle est clairement sur une position c'est mon sentiment personnel de ne pas vouloir de la France insoumise. Sinon, c'est foutu pour nous. Elle citait par exemple le cas d'un député, elle a cité dans l'espace, qu'elle disait, je suis sûr qu'il aura des difficultés à gagner. Donc en fait, en réalité, comme Tahal a dit, il faut vraiment relativiser leur ancrage. Forcément, ils ont un contact avec la réalité, ils ont des informations qui leur remontent. Et s'ils sont arrivés comme ça, et puis Bompard, il leur a dit, bah, baissez les yeux, et ils ont vraiment baissé les yeux, c'est que vraiment, il y a quelque chose qu'ils ont senti, il y a quelque chose ils sentent vraiment leur mort approcher. Et là, je pense que c'est le moment de les achever, quoi. C'est le moment vraiment d'achever le PS et de plus jamais en parler, de les diluer dans le projet qui vient là et de faire en sorte que, bon, voilà, quoi, ils aient même plus l'occasion de faire ce genre d'espèce où ils pensent encore qu'il y a peut-être une occasion. Là, en fait, c'est vraiment une question d'honneur plus qu'autre chose. Ils n'ont rien à négocier, en fait. C'est pour ça qu'ils parlent de dignité, de républicanisme, en fait. Mais en fait, dans le fond, ils n'ont plus rien à proposer, ni rien comment on appelle, à sauver de leur programme, quoi. Donc là, en fait, ce qui reste, c'est surtout de ne pas mourir en se faisant écraser, quoi, tu vois. C'est surtout ça, en fait. Ils cherchent une voie de sortie, c'est ce que disait Rêve. C'est ça, c'est comment on va sortir de ce bourbier. Alors, il y a ceux, effectivement, qui se disent, bon, bah, notre salut, ça sera l'Union populaire. Et les autres qui n'assument pas encore totalement d'être des macronistes et qui essaient de trouver, voilà, une voie de sortie. T'as effectivement, pourquoi est-ce que, comment s'appelle, Machine, elle parlait de Carole Delga. La proposition de Carole Delga, c'était, on laisse crever le PS et on essaie de construire un truc
en gros, à mi-chemin entre, enfin bref, un espèce de printemps républicain bis, un espèce de macronisme bis d'ailleurs, qu'ils n'assument pas. Et voilà. Mais à mon avis, elle va plus rejoindre le gouvernement que créer son truc. Hein. T'es sûr, elle va pas rejoindre Refondation républicaine ou je sais pas quoi, là? Je pense que ça va se finir par des scissions partout, en fait, que ça soit Europe Écologie Les Verts par rapport à ce que vous disiez juste avant, etc. Ils ont rigolé longtemps des scissions du NPA et chez les trotskistes, mais à mon avis, en termes de scission, ils vont faire très fort chez Europe Écologie Les Verts et chez le PS. Hein. Et justement, ils vont finir de s'effondrer comme ça. Ils vont terminer soit dans d'autres partis, soit par créer leur structure politique. Je pense par exemple à des Sandrine Rousseau ou des Alice Coffin que je vois pas forcément rejoindre l'Union populaire, tout en, pourquoi pas, créant une structure ou un parti écoféministe à côté, en fait. Et je pense que tout va se diviser un petit peu comme ça, chacun va partir de son côté. Ceux qui ont des lignes plus à droite vont rejoindre LREM ou créer des structures qui s'en rapprochent, comme Delga, etc. Et les autres vont terminer soit dans l'Union populaire, soit dans leur propre structure. Moi, je pense pour Sandrine Rousseau, il y a deux possibilités. Soit l'Union populaire et ELV arrivent à faire un accord. Et du coup, bah, tout va bien, elle reste là. Soit ils n'arrivent pas à faire un accord. Et comme on a vu hier, bah, ELV a décidé de ne pas parrainer Sandrine Rousseau dans la 9e circo de Paris, je crois. C'est la 9e. Je crois que ça a été réglé, ça, non? Oui, ça a été réglé aujourd'hui, ouais, tout à fait. Ouais. Oh, ça a été réglé. Hein. Elle va se présenter quoi qu'il arrive. Elle va se Ouais. présenter. Elle sera soutenue par ELV et la France Insoumise. Et la France Insoumise, ouais. Ouais, je sais, mais si ELV, bon, vraiment implose, etc., et qu'il décide de absolument pas faire d'accord. Oui, il y a une réunion, je crois, entre ELV et l'Union populaire ce matin, mais en tout cas, je pense que c'est très probable qu'elle soit soutenue par l'Union populaire, en fait, quoi qu'il arrive. Même si ELV Non, mais ne le oui. Non, mais pour moi, l'Union populaire ferait une très grosse erreur s'ils ne soutiennent pas Sandrine Rousseau, et comme condition que Sandrine Rousseau reste dans ELV et qu'elle se présente dans ELV. Parce que l'Union populaire a besoin de l'existence d'ELV, a besoin de cette ligne écologiste qui se veut radicale. Je ne sais pas si elle est radicale, mais en tout cas, elle se dit radicale. Parce que c'est dans cette gauche-là que nos capacités d'expansion se trouvent, en fait. Les 4% de shadow qui peuvent se transformer en plus, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de se politiser et qui ne sont pas des électeurs et qui vont arriver en 2027, en fait. Il y a plein aujourd'hui de gens qui sont politisés dans cette élection qui n'ont même pas le droit de vote. On a vu ceux qui ont eu le droit de vote maintenant et qui étaient politisés en 2017. Il y en a eu encore beaucoup plus parce que quand tu sors de ce type d'élection qui est hyper clivé, comme l'élection de 2022, parce qu'il y a eu l'extrême droite très haut et que donc personne ne pouvait échapper à la question du positionnement. Personne ne pouvait être indifférent, en fait. Il fallait que tu te positionnes, même si des fois, tu n'as pas le droit de vote ou tu n'as pas la majorité, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Donc, à partir de là, il y a tout un ensemble de personnes qui vont se politiser et ces gens vont se politiser du côté donc, des mouvements jeunes, etc., qui vont se retrouver très naturellement attirés vers ELV. Et on a intérêt à voir la ligne féministe, pour moi, radicale d'Alice Coffin. On a besoin d'Alice Coffin, hein, et on a besoin d'Alice Coffin à l'intérieur de l'Europe Écologie Les Verts. Donc, pour moi, ce serait une erreur que de lâcher quelqu'un comme Sandrine Rousseau, d'autant plus qu'elle a fait quand même énormément d'appels du pied à la France Insoumise. Rappelez-vous de leur rencontre à Lille, par exemple, dans le bureau de Katnins avec Mélenchon et Sandrine Rousseau. Ils ont fait des photos pour montrer que c'est la ligne, etc. Moi, je sais que s'ils insistent un peu et qu'elle commence à monter, toute la ligne Piolle va se ranger de ce côté-là. Parce que Piolle, en réalité, il est quand même un peu plus proche dans sa politique locale de ces gens-là que de Jadot. Mais par contre, comme il a des ambitions nationales, parce que bon, personne n'est dupe de ça, il essaie de se raccrocher par-ci, par-là, de ne pas se faire trop d'ennemis dans chaque truc. C'est pour ça que vous n'entendez pas se positionner très clairement sur ces querelles de ligne, quoi. Donc moi, je pense que pour une question de stratégie purement politique, la France Insoumise a
pour moi, intérêt à tout faire pour fortifier la ligne De- Rousseau-Coffin à l'intérieur de ELV. Moi, je suis d'accord avec toi, Rêve, mais avec une très claire disparition de la ligne Jado, par contre. Mais elle Parce va que- disparaître. Je pense que ça va être... Non, mais- Mais attendez, je veux juste étayer un peu mon propos. un petit message pour le space. Déjà, ceux qui sont on stage là, n'hésitez pas à redescendre pour faire tourner un peu la parole. Et je sais qu'il y avait des mains qui étaient levées, mais je les vois plus, donc n'hésitez pas à relever la main. Voilà. Ouais, moi, je voulais quand même revenir sur mon petite expérience là avec Attends, Space, quand même. je voulais parler rapidement de rebondir sur Jado, s'il te plaît. Ah ouais, priorité au direct, là. Ouais, c'est ça, c'est qu'on était sur le sujet. Pour le clore vite fait. Vas-y, t'inquiète. Alors, ceux qui me connaissent un petit peu, là, vous connaissez un peu mon affection pour Jado, c'est mon meilleur pote. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé Europe Écologie Les Verts, mais bon. Jado, plus sérieusement, c'est le cancer d'Europe Écologie Les Verts et même de l'écologie tout court. Parce que sa campagne présidentielle honteuse et le fait qu'il ait fait perdre l'écologie, il y a beaucoup de gens qui s'en remettent pas, en fait, même dans les sympathisants ELV qui ont voté pour Mélenchon et qui voulaient que l'écologie passe au second tour et même à la présidentielle pour pouvoir répondre aux enjeux de demain. Donc tous les gens qui sont profondément écologistes ont un gros problème avec la ligne Jadot. Donc ils n'ont pas forcément lâché Rousseau, ils n'ont pas lâché non plus tout ce qu'a construit Europe Écologie Les Verts localement et tous les combats qu'ils ont gagnés. Mais par contre, Jadot, il y a vraiment un très gros problème de confiance qui est lié directement au parti et qu'il faut éradiquer parce que s'il ne l'éradique pas, pour moi, le parti va mourir comme le PS. Hein. Parce que les gens ne se remettent pas de ce traumatisme, entre guillemets, de se retrouver dans une situation où il y a des gens qui sont... Enfin, moi, je suis dans une école d'environnement, donc j'en connais beaucoup. Des gens qui sont anxieux climatiquement. Des gens qui se retrouvent limite en dépression à la suite des élections parce qu'ils pensent que c'est fini, en fait, qu'on se retrouve dans une situation où on va encore avoir de l'inaction climatique et que si on n'est pas à la hauteur des enjeux législatifs, les conséquences pour la planète, elles seront graves. Et Jadot en porte la directe responsabilité, plus que Roussel, qu'on ne voit pas comme un écolo convaincu, surtout avec sa position sur le nucléaire, plus qu'Hidalgo, qui pareil, on ne voit pas comme une écolo convaincue, ni une meuf de gauche. Et du coup, en fait, Jadot, il porte une trahison qui n'est pas simplement politique, mais qui est aussi climatique. Et ça, je pense que on le mesure pas forcément sur le côté stratégique. Pour moi, Jadot doit repartir chez WWF, ok, doit commencer à bosser sur la surpêche et enfin le pourquoi il était connu et apprécié avant et arrêter la politique parce que c'est détestable ce qu'il est devenu. C'est détestable. Voilà. J'ai foutu je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur Jadot. De toute façon, cette ligne, elle est grave, mais après, malheureusement, elle a quand même eu un petit peu de suivi au sein de ELV et j'ai vu certains militants ELV qui ont un peu basculé dans cette ligne, mais après, j'ai l'impression quand même que ce qui est en train de se passer, c'est un peu une explosion chez eux et au PS. Et en fait, les législatives, ça me fait rire, sont vraiment en train de rebattre un petit peu les cartes et de faire vraiment du remous dans ces partis-là qui se sont gravement droitisés ou qui ont des tendances le PS est complètement à droite, mais chez ELV, il y a toujours une tendance à droite. Hein. Il y a toujours une tendance à droite et ça a toujours été un peu une alliance complètement hétéroclite entre des mecs qui peuvent aller parler au MEDEF et d'autres qui vont sur les ZAD, quoi. Donc c'est vraiment c'est des courants politiques qui est en fait des traditions et des histoires politiques qui sont totalement opposées et qu'on essaie de lier parce qu'en fait il y a voilà une espèce de bourgeoisie qui a réussi à prendre le pouvoir au PS et qui essaie de faire la même chose chez ELV, mais chez ELV ça a l'air plus compliqué. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a une recomposition en cours qui est intéressante. Mais
Moi, je voulais revenir un peu sur le space de tout à l'heure quand même, parce que c'était assez impressionnant comment la levée de barrage, la levée de bouclier, comment ils m'ont de suite coupé la parole et ils ont essayé de me censurer et ils ont en fait empêché que je termine ma démonstration. J'ai pas pu, j'ai dû l'écourter, j'ai dû essayer de retrouver où j'en étais parce que du coup j'avais pris des notes en fait un petit peu, hein, parce que très clairement il y avait eu trop de choses qui étaient choquantes et qui étaient gravissimes et je pense que c'est bien qu'on fasse de Space parce que bah, ils avaient, moi, les entendre traiter Tahabouaf d'antisémite, etc., pendant Ouais, il faut 45 revenir sur le minutes, racisme, c'est clair. c'est ça, Faut qu'on parle de... c'était complètement aberrant et hallucinant. Et en fait, il y a clairement un truc où je suis allé leur rappeler que c'était qu'ils véhiculaient une forme de racisme, qu'elle soit conscientisée ou pas en fait, hein, mais que leur espèce d'obsession là contre Tahabouaf, en plus il y a carrément un mec qui après a dit moi je vais le faire taire et tout quoi. Enfin genre mais à un moment donné laissez la parole à la contradiction et ne coupez pas en fait et puis écoutez ce qu'on vous dit quoi. Mais ça a l'air absolument impossible chez eux quoi et c'est bien ce genre de choses qui montrent à quel point ils courent à leur perte. Pour moi, ils sont finis. Le PS va crever, et tant mieux. Et là, les dissensions qui ont lieu au sein du PS en ce moment, justement, à propos de l'alliance ou pas aux législatives, c'est tout bonnement magnifique. Mais ce soir, voilà, les militants, ils prouvent qu'ils portent ça presque dans leur ADN politique, en fait, d'incapacité de se remettre en question et d'être dans une vision ultra bourgeoise et privilégiée de la société qui ne se rend pas compte de ce qu'elle peut véhiculer d'oppressif en fait. Et c'est absolument énorme, quoi. Je trouve que c'était un peu les enjeux pour moi de ce soir, quoi. Et puis c'est vraiment enfin ceux qui ont mené le space, c'est vraiment le caniveau du PS. Hein. C'est ceux qui sont sur la ligne Valls, etc. Ils ont sorti des. Mais vous vous rendez compte, on nous demande de nous excuser pour le quinquennat de Hollande. C'est le minimum en fait. Ça c'est. Mais ça, c'est parce que quand Hamon part en 2017, il emmène toute son, entre guillemets, je vais pas dire toute non plus, mais il emmène l'aile gauche du PS avec lui dans Génération. Et du coup, ceux qui restent, c'est tous ceux qui étaient proches de Valls et qui aujourd'hui, au fur et à mesure du temps, finalement, on les retrouve côté printemps républicain, on en a parlé, tout ça. Donc, et encore, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que là où ELV, il y a entre guillemets deux lignes, avec une un peu plus vers la France insoumise et une un peu plus vers Macron. Chez le PS, il reste juste rien. Tu sais même pas c'est quoi en fait la ligne du parti, parce que d'un côté, t'as une Hidalgo qui apparemment essaye de remettre un peu de social dans son programme, mais t'as plein d'autres autour, les Julien Drey, les Hollande, etc., qui sont toujours là-dedans et qui ont une ligne mais complètement différente. En fait, pour moi, c'est même plus un parti socialiste, ce truc-là. C'est juste des mecs qui se retrouvent et qui sont en train d'essayer de sauver les meubles. Et du coup, ça part comme ça. Et vu qu'ils ont aucune ligne claire, ils pourront plus jamais rassembler qui que ce soit, quoi. Vraiment, on assiste à la mort d'un parti pour moi. Juste pour ceux qui n'ont pas l'habitude des spaces menés par Taha et tout, il n'y a pas de tour de parole. Je vois que Pavel, t'es monté. Genre, vous montez, enfin, tant que c'est audible, quoi, vous prenez la parole, on ne distribue pas vraiment la parole, c'est un peu autogéré, on va dire. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ouais, bonsoir. Je pense qu'on assiste à un truc qu'on a vu, c'est véridique ce soir, parmi les co-hôtes qui sont pas méchants, même si la fille, je l'ai déjà vue dans d'autres spaces, et c'est vrai que moi j'avais trouvé que ça pleurait un petit peu pour pas grand-chose. En gros, ça se plaignait d'être à bout, mais en fait, elle cherche à faire des spaces, donc je trouve ça un petit peu bizarre, mais bon, d'aimer la souffrance. Non, ce qu'on constate en fait ce soir, c'est que l'explosion des deux partis que sont LR et le PS, elle se confirme. Parce qu'en fait, ces deux blocs sont divisés, et je prends l'exemple du PS, ils sont divisés entre Macron, tout ce qui est Delga, machin, etc. Et puis, étonnamment, Olivier Faure, peut-être, qui retrouverait un peu des idées de gauche, on ne sait pas comment. Mais après, il faut se méfier, évidemment. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu les propos de Manuel Bompard, le directeur des programmes de la France Insoumise, qui a dit c'est un PS qui a radicalement changé en 2-3 ans.
il dit on ne parle pas au même PS. Alors, moi, je veux bien le croire. Maintenant, tous ceux à qui il a dit partez fort au conseil, bon, bah voilà, c'est sûr qu'il faut qu'ils partent. C'est vrai que c'est drôle de les voir partir parce que finalement, on se rend compte, tout à l'heure, il y a une fille qui disait très justement, on parle de poste, on parle d'ambition. C'est toute la politique qu'on vomit. C'est une politique qu'on vomit, que les gens vomissent, que ce soit les quartiers populaires, hein, j'aime pas les appeler comme ça, parce que en fait, il y a des gens qui disent ouais, les quartiers populaires, machin, non, c'est la France comme partout, les quartiers ruraux, enfin voilà, toute la France en a marre de ces gens qui veulent s'accaparer le pouvoir, voilà, Delga, qui vomit sur Mélenchon lors du premier tour et qui maintenant veut être première ministre. Voilà, il y a plein de gens qui aujourd'hui ont été au pouvoir. Moi, j'ai quand même entendu des propos, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, des propos choquants. Des gens du PS qui disent on a été au pouvoir, on a été aux manettes, on a l'expérience. Mais tu as l'expérience de quoi? Tu as menti à tes propres citoyens, tu as menti aux gens, ça fait 40 ans que le système politique est tel quel, et les gens, ils ont géré des régions. Attends, il faut voir aussi comment ils sont réélus, combien de taux d'abstention. Et après, ils disent oui, vous n'avez pas de candidat à la France Insoumise. Déjà, c'est faux, parce qu'il y a Huguette Bello dans les Outre-mer. Je ne sais plus dans quel département d'Outre-mer elle est présidente, mais elle vient de la France Insoumise. Et puis, faut arrêter de nous raconter des fournettes. Elle est PCF, par contre. Ah, les PCF? Ah, Ouais. écoute, bon, j'apprends quelque chose, tu m'excuseras. Mais merci. Mais voilà, bon, auquel cas, moi, je trouve que ces gens-là, les deux qu'on a vus, en plus, ils sont jeunes. Moi, ça m'attriste de voir des gens qui sont aussi déconnectés des réalités. Et de se dire, ah, merde, quoi, qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a raté? Ils ne parlent pas de programme. On ne parle pas de programme, on parle de petite tambouille. Alors oui, l'autre, il dit, il croit en l'union de la gauche. Très bien. Mais il dit aussi dans son space, oui, mais non, j'y crois pas trop parce que machin. Mais l'idée, c'est de parler de programme aussi. Et le vrai bloc, moi, je pense que les gens aujourd'hui, vous allez peut-être me dire ce que vous en pensez, ils cherchent de la radicalité. On en a marre des promesses pas tenues, on en a marre des demi-mesures, des petites doses de proportionnel par-ci, petits trucs de trucs par-là. Voilà, la 6ème République, ça fait partie des changements radicaux, réécrire une constitution avec les citoyens, repenser vraiment notre mode de fonctionnement. Moi, je vois les spaces, honnêtement, l'autre disait, il y a des polémiques, mais c'est le dialogue. Aujourd'hui, je veux dire, ça s'appellerait de la bien-pensance, sinon, ou de la censure. Donc, il faut savoir dialoguer. Il y a peut-être voilà, des voix qui s'élèvent, mais je veux dire, à un moment, bah, on se parle, on dialogue, mais eux, ils ne parlent pas d'idées. Et ça, c'est ce qui manque cruellement. Et franchement, putain, parlons d'idées, quoi. Je veux dire, moi, je ne comprends pas comment ils peuvent rester coincés sur des préceptes. Le PS qui a adhéré par conviction à 19 ans. Bah, c'est chaud, quoi. Enfin, je vous le dis honnêtement, mais c'est chaud. Enfin, c'est très chaud. Mais bon, voilà, je trouve ça dommage que les vrais débats soient pas abordés. Et je pense que ça mérite mieux, on mérite mieux que ce qu'on a entendu dans le dernier Space. Et on mérite vraiment, je pense, de prendre notre destin en main, de parler des vrais sujets, les gens qui crèvent la faim, hein, parce que Carole Delga, elle crève pas la faim, hein. Il y a des gens qui crèvent la faim en France, il y a des gens qui sont dans la misère, il y a des gens qui sont victimes de racisme, il y a des SDF dans la 5e, 6e puissance mondiale. Donc voilà, il y a des problèmes à régler. Et je pense que collectivement, on peut arriver à les régler. Il faut qu'on dialogue. Et je pense qu'il faut qu'on arrête avec ces querelles, ces petites politiques politiciennes. Et puis, c'est à vomir, quoi. C'est à vomir. Je lis en plus, je viens de lire que François Hollande allait peut-être rejoindre Macron pour parler des institutions. Mais lol, c'est une blague. J'ai l'impression que c'est un mauvais film. Et je pense que nous, notre rôle, tous ensemble, la gauche, c'est de prendre notre destin en main et d'arriver à arrêter totalement le scénario de ce mauvais film, appuyer sur le bouton pause et puis reset, quoi. On refait tout, on refait des bases et on retrouve la vraie gauche. Parce que moi, je lis des gens, juste pour finir là-dessus, je lis des gens qui disent oui, LFI, c'est l'extrême gauche, mais pas du tout. LFI, c'est la gauche des années 80-90 qui n'a pas tenu ses promesses, au demeurant. Mais ça n'a rien de plus radical ou autre, finalement. Le PS n'est plus de gauche. C'est juste le constat qu'on peut faire. Donc c'est pour ça qu'ils sont hors sol. Voilà ce que je pouvais dire en ouverture de ce deuxième space. Ouais, c'est tout à fait vrai. Et le programme plus élaboré. Juste un mot, hein, par rapport à plus élaboré du point de vue. Ah, vas-y. Sam et Déborah, vous voyez les demandes de main? Parce que je reçois des DM de gens qui disent qu'ils lèvent la main depuis tout à l'heure, mais moi je vois aucune demande. Non, je ne vois pas. Le dernier que j'ai vu, c'est Pavel et j'ai fait monter. Mais... Ouais, du coup, n'hésitez pas à baisser, parce que je crois qu'il y en a une dizaine en fait. Donc n'hésitez pas à baisser la main et relever, à moins qu'il y ait un bug sur. Ah oui, effectivement, moi aussi j'ai reçu des PM. Les gars, de ceux qui ont parlé, est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent descendre ou est-ce que vous voulez reprendre la parole à un moment donné?
histoire de... Peut-être que c'est parce qu'on est trop nombreux, je sais pas. Vas-y, moi, je suis Alors, à un pour moment donné, il descendre. y avait 4 places de disponibles. Enfin bon. Ok. De toute façon, Hésite moi, je parle et je pas, redescends. Hein. Je parle et je hésite redescends pas, à chaque fois. ça Oui. marche Zacharias, et Tatou, n'hésite pas à relever la main si tu as envie de remonter. Mais du coup, vas-y, ça fait bizarre de t'appeler Zacharias. Je te connais Oui, souvent. Zacharias Fantomas. Non. Mais Alors du coup, vas-y. j'ai presque oublié ce que j'allais dire. Non, mais par rapport à Pavel, c'est très juste. Il y a quelqu'un qui a parlé sur le Twitter. Il disait, en fait, ces postures-là de cette espèce comment on appelle ça, de dissidents du PS qui critiquent l'Union. En fait, si tu regardes bien, et le mec, il a dit, c'est vrai, c'est que de la posture politicienne. Il y a quasiment aucun développement argumentaire, et c'est pas seulement les deux. Enfin, il y aura peut-être bientôt des sympathisants de ceux qui sont pour la coalition, j'en suis persuadé, parce que quand même, Pavel, il y a quand même eu 160 membres du Bureau national qui ont voté pour, et 75 contre. Donc, si tu veux, bon, voilà, enfin, certains vont partir, ben, ils vont partir. Et puis peut-être qu'on verra des spaces avec des gens qui veulent l'union. Voilà, enfin des jeunes, parce que bon, il n'y a pas que ces deux militants, j'imagine, qui sont plus ou moins, Oui, non, mais tu sympathisants. sais, juste pour te couper, je m'excuse, mais j'ai été par le passé attiré par le Parti socialiste parce que je me disais que pendant les 5 ans de macronisme, ils allaient peut-être faire une remise en question, tu vois, une prise de conscience. Ils allaient se dire, bon, les gars, on nous rapproche trop au macronisme, surtout qu'Olivier Faure, faut pas oublier, hein, il y a 5 ans, il dit, on est prêt à faire un gouvernement avec Macron. Donc, vous voyez, faut surtout pas faire preuve d'amnésie. Et je pense que, tu vois, tu dis un truc juste, ils ont voté pour dans leur conseil. Mais finalement, on assiste à ce que je disais, et c'est pas sorcier, hein, faut pas avoir fait HEC, je suis pas un génie, très loin de là. Juste, on a constaté que l'éclatement de ces blocs faisait que LR et PS sont aspirés des deux côtés, donc droite, centre et extrême droite, même si j'aime pas dire droite-centre, c'est vraiment la droite. Et puis, de l'autre côté, le PS est aspiré par le bloc populaire et les filles que ELV va pas tarder à rejoindre quand Yannick Jadot va se faire virer. Et puis que Sandrine Rousseau va mener vers Jean-Luc Mélenchon et que Yannick Jadot va dégager, puisque lui, son vrai poste, c'est ministère de l'écologie chez Emmanuel Macron. On le sait, hein, quand il parle de capitalisme vert, c'est pour Macron. Et puis le PS donc se aspire entre ce bloc et les macronistes. Et on voit Delga, bah, c'est l'exemple parfait, tu vois. Donc moi, ça me donne envie de gerber, parce que voilà, c'est de la politique. Et moi, je trouve que les deux jeunes, c'est ça qui m'interpelle, je pense, et vous aussi, ils ont 19 ans. Enfin, putain, moi, j'ai 20 ans, ils ont 19 ans, 20 ans. Enfin, non, elle est un peu plus âgée, elle doit avoir 22, 23, mais ils sont jeunes. Et ça, c'est des idées comme ça. On parle de politique politicienne à 22 ans. Enfin, ça me fait penser déjà au Après, Stanislas. tu peux être jeune et bourgeois, hein, Alors c'est oui, pas non, incompatible. bien sûr. On est d'accord. On est d'accord. Mais tu vois, moi, ça m'attriste parce que je me dis, on a raté quelque chose. Je sais que ces jeunes sont concernés par le climat, je sais qu'il y a quelque chose chez eux, mais en fait, ils savent même pas décrire ce à quoi ils adhèrent au Mais Parti Pavel, socialiste. Tu vois. c'est la question, c'est pourquoi ils ont rejoint le PS? Là, maintenant, depuis Ah ben, c'est ça 2017, qu'on pourquoi? essaye de répondre. Parce que je sais pas, moi, tu vois, je sais pas. Il y a Vi aussi qui nous a rejoint. Bonsoir. N'hésite pas à prendre la parole. Il n'y a pas de tour de parole. Enfin, je sais pas Salut, si Vi. c'est Vi ou si c'est. Si, c'est Vi. C'est Seven, non, peut-être? Non, c'est Vi, c'est Vi. On dit Vi? Okay. Moi, j'aimerais bien rejoindre le PS, là, tranquille. Je me pose, conseiller départemental et tout. Franchement, c'est la seule raison pour laquelle quelqu'un voudrait rejoindre le PS, quoi, mais je vois pas d'autres raisons, en fait. Bah si, quand on est un peu un petit bourgeois et que on se croit potentiellement un tout petit peu de gauche, qu'on veut dire que on est pour un petit peu de répartition très très vite fait, hein, vraiment c'est du saupoudrage très léger et c'est pour pas assumer le fait d'être en réalité pour une société totalement inégalitaire. Ils n'ont plus rien de socialiste depuis très longtemps et idéologiquement ça n'a plus rien à voir avec ça. Mais en 2012, ça c'était en 2012, grève, que si tu voulais les rejoindre pour avoir un petit côté de gauche, maintenant tu vas pas les rejoindre vu qu'ils font 1,7% pour avoir ton petit côté de gauche, tu vas aller voir Macron et te dire que t'es la gauche de Macron, tu vois ce que je veux dire? Ça, je vois pas. Même ça, pour moi, ça marche même plus.
Ah ouais, mais je vous comprends que pour moi, ça n'a non plus aucun intérêt, mais j'essaie de rentrer dans la tête des gens qui voudraient rentrer au PS aujourd'hui. Je veux dire, c'est quand même, c'est de la politique fiction, c'est sûr, parce que là, très clairement, c'est compliqué de se mettre dans les chaussures de quelqu'un qui veut faire ça, parce que très clairement, ça n'a pas de sens. Enfin, idéologiquement, ce parti ne veut plus rien dire et il s'est totalement fait bouffer par la bourgeoisie et la droite à l'intérieur. Mais ça date pas d'hier, hein, ça date même d'avant 2012 en fait. Hein. Et voilà, comme Rêve l'avait aussi très bien dit dans le pays précédent, toutes les privatisations sous Jospin, il ne parle plus du tout de socialisation des moyens de production, qui est pourtant la définition stricte du socialisme. Le socialisme, c'est la justice sociale par la socialisation de moyens de production. À partir du moment où on est pour des privatisations, on n'est pas socialiste. Et très clairement, il y avait un documentaire qui avait posé pas mal les bases de cette critique-là, qui était très intéressant, qui était au tout début des années 2000, qui s'appelait Les Modernisateurs. Alors, il reste encore le site avec des extraits du docu, mais on ne peut plus trouver le docu. Et c'est un peu dommage parce que c'est vrai que j'aurais aimé le récupérer, pouvoir le revoir aujourd'hui et le faire voir justement à tous ceux qui voudraient se réclamer du PS aujourd'hui. Je pense qu'ils ont bien besoin de voir ces débats idéologiques qui sont joués à la fin des années 90 et début 2000 et la critique qui était déjà faite à l'époque, qui est totalement d'actualité. Et on vient de le voir, d'en voir encore une illustration magnifique ce soir en fait. Et juste pour revenir aussi sur l'histoire des idées, etc., qui ne portent pas, il a bien fait de le relever, Rêve, tout à l'heure. Leur space, ça consistait à distribuer des brevets de républicanisme. Genre, ils sont juste sur un espèce de plan moral, parce qu'effectivement, ils sont totalement décrédibilisés sur le plan social, etc. Ils n'ont pas de projet politique, ils n'ont pas de programme, etc. Et du coup, c'était vraiment le débat, et c'est pour ça qu'ils ont évoqué longuement Taha. C'était ça, c'était le rapport à la République, etc. Ils sont dans ce bail-là. Ils ont vu l'échec que ça a été pour Hidalgo, parce que c'est comme ça qu'elle avait fait sa campagne. Moi, je suis la gauche européenne, républicaine, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle répétait à chaque fois en boucle, laïque, tout ça. Et ils sont dans ce trip-là. C'est aussi ce que propose notamment Carole Delga. Et je vois qu'il y a Roman, Ben qui nous ont rejoint. C'est très printemps républicain en fait comme ligne. Ouais, ouais, c'est ça. Misa aussi. Oui, merci. En fait, moi j'ai intervenu pendant le space précédent. Et concrètement, j'étais un peu choquée parce que je les ai remis face à leurs propositions en tant que parti socialiste. C'est vrai que je les entendais, mais je n'entendais jamais la place du citoyen, en fait. Je n'entendais jamais, donc Lucas, l'hôte du space, je l'entendais jamais sur des mesures concrètes. Et je suis désolée, mais pour moi, ils sont complètement perdus parce qu'ils font de la politique. Pourquoi ? Il faut remettre le citoyen au centre et au cœur de la politique. Nous, on parle quand même des personnes qui sont tellement à bout, qui ont tellement été bafouées par le Parti socialiste, qui en viennent à voter Marine Le Pen. Elle a fait 13 millions. Alors, soit on peut rester dans une position confortable et se dire « Ah, mais c'est tous des fachos, les 13 millions d'électeurs qui ont voté Marine Le Pen, c'est des fachos, c'est des racistes, c'est des misogynes. » Ok, très bien. Mais alors, à ce moment-là, on ne fait pas société, on ne fait pas France. Il faut aussi se remettre en question. S'ils sont 13 millions de fachos, faut vraiment s'inquiéter et se dire que peut-être il faut quitter le pays. Non, moi ça, j'y crois pas. Je pense que le Parti socialiste a eu à un moment donné une ligne où ils ont abandonné les personnes qui vivent dans la ruralité. Je suis désolée de scinder la France, mais le vote communautaire, le vote, pas communautaire, pardon. Je voulais dire le vote des classes, au sens marxiste du terme. Cette élection nous a prouvé qu'il est toujours là. Et je trouve ça vraiment triste, en fait, de se dire que les classes populaires qui avant étaient des bastions, justement, d'un parti socialiste visionnaire, avec une vision égalitaire, avec des projets vraiment concrets, avec la retraite à 60 ans, avec le RSA, avec plein de choses, une meilleure répartition de la richesse, ne votent plus pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de vision. Et quand on parle du programme, quand on parle de l'union, pourquoi faire ? Je leur ai dit, mais quel était votre programme ? Aucune réponse. Voilà.
aucune réponse sur le concret. Et moi, j'étais un peu choquée par Letty. Alors, j'accepte toutes les visions un peu contradictoires, parce qu'il faut jamais rester sur une pensée unique. Mais quand j'ai parlé de ça, j'étais un peu choquée du fait qu'elle disait « Nous, on peut faire perdre la France insoumise ». Mais on parle de la vie des gens, on parle de la planification écologique, on parle de l'anxiété sur notre avenir, on parle de plus de justice sociale, on parle, et c'est pas le but de taper contre la police, le but c'est de remettre justement la police au service du citoyen, avec une police de proximité, avec plus de services publics, avec des hôpitaux qui sont à bout de souffle, avec des personnels soignants qui sont méprisés, qui ont été méprisés sous le quinquennat Hollande. On parle de tout ça, et quand je les remets face à ce bilan-là, bon, bah, aucune réponse, aucun programme. Voilà, par rapport à ça, moi, je suis assez choquée, donc je terminerai mon intervention sur ça. Excusez-moi, je prends la parole. Je voulais juste intervenir sur ce que Roman avait dit, puisque moi, j'étais aussi dans le space juste avant. Bon, déjà, bonsoir à tous. C'est mon premier space, alors vous attendez pas à un discours incroyable de ma part. Je voulais juste intervenir parce que déjà, moi, je sais qu'il y a eu plein de choses qui m'ont énormément choqué quand j'ai vu par rapport à tout ce qui a été dit par rapport à Taha Bouffaf. Je suis désolé, mais ne serait-ce que déjà par rapport à ce qu'on... Vraiment, je suis désolé, désolé. Non, t'inquiète, tranquille. Vas-y, continue. Et déjà, quand on a parlé, entre guillemets, de « Oh là là, à un moment donné, il a fait un tweet antisémite, etc. etc. » Je me disais, genre, ça m'a vraiment choqué parce que, genre, vraiment, je suis allé sur Google pour taper son nom et son prénom et je me suis quand même rendu compte qu'à la base, Taha, il a quand même que 24 ans et je me dis, il est quand même racisé, il a 24 ans et moi, je suis désolé, mais moi, en tant que personne queer et à 24 ans, j'avais pas les positions qu'il pouvait avoir à son âge et je suis désolé, j'ai eu un espèce de... où je me suis dit une espèce de pureté militante, ou entre guillemets, genre parce qu'il avait dit ça à un moment donné, genre ça y est, c'était la croix et la bannière. Du coup, non, c'était impossible. Comment cette personne pouvait nous représenter, etc. Alors que je suis désolé, mais je pense qu'en tant que journaliste de gauche, je pense qu'il a fait énormément pendant ce quinquennat, et je trouve ça incroyable qu'on arrive à le pousser sous le bus comme ça, mais de façon aussi radicale, ça me rend dingue. Ça me rend juste dingue. Et par rapport à ce qui a été dit par rapport au PS, moi je sais que pour le coup j'ai vraiment pu voter tout de suite après mes 18 ans et que moi au second tour de 2012 j'ai voté comment pour Hollande et je suis exactement d'accord avec Roman. Moi je suis désolé mais moi lorsque j'ai passé mon bac, c'est la période où il y a eu tout ce qui était au niveau du mariage pour tous et au niveau de la manif pour tous. Moi je peux vous dire je suis dans le Var et clairement ça vote majoritairement droite ou extrême droite, et clairement, ne serait-ce même que pour organiser une manifestation contre la manif pour tous, c'était la croix et la bannière, et c'était les mairies qui nous disaient non, et même en termes d'organisation queer, c'est très rare d'en trouver, surtout là où je suis, et je me suis vraiment dit, mais à quel moment ils ont instrumentalisé ça pour se donner une image sociale, et soudainement, le PS vient comme une fleur en disant, non mais attendez, c'est nous qui on est encore pour faire passer la balance, alors qu'ils ont eu tous les pouvoirs. Moi, ça me rend vraiment dingue, et sachant que en plus, pour moi, tout ce qui s'est passé avec le PS, surtout quand là, je vais relire ce que a dit Paul Melun, qui décide donc de donner sa démission, parce que, je cite, le PS n'a pas vocation à devenir le supplétif d'un parti politique à la dérive depuis plusieurs années, dont les principaux dirigeants sont devenus les compagnons de route des mouvements indigénistes, islamistes et communautaristes. Et je me dis, ça se dit quand même à la base de gauche, je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment incroyable. Donc, je sais que vraiment, moi, tout ce qui s'est dit dans le space d'avant, ça m'a vraiment beaucoup interpellé. Je sais qu'en plus, ils ont parlé à un moment de la LICRA, et de ce que j'en sais, pour moi, la LICRA, c'est pas non plus la panacée en termes d'antisémitisme, etc. Moi, je sais que j'ai toujours eu l'image que la LICRA, entre guillemets, c'était plutôt quelque chose qui était utilisé par le pouvoir pour légitimiser ce qu'ils faisaient. Donc, le fait qu'ils s'en soient servis, je me suis dit, ouf, c'est vraiment pas un très bon argument, ça. Donc, voilà. Mais merci en tout cas de m'avoir fait monter, et c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à tous. Merci. Et clairement, faut pas les lâcher hein, sur les attaques qu'ils peuvent avoir à l'encontre de Taha.
C'est super violent en plus qui se prend et de tous les bords. Alors là, franchement, il n'y a personne qui l'épargne, que ce soit effectivement le PS, les macronistes, bon, la droite, etc. Et ouais, faut pas lâcher sur ça. Et je sais, il n'y a pas de tour de parole et je sais plus du tout dans quel ordre vous êtes arrivé. Donc allez-y, le premier qui prend la parole, ben, il la prend, comme dirait Poutou. Je crois que c'était à moi, si je peux parler. Vas-y. Oui, moi, je vais pas m'attarder trop longtemps sur ce qui a pu être dit sur Taha. Bon, Taha, voilà, il vient d'Échirolles, à côté de Grenoble. C'est une banlieue de quartier populaire et tout. Moi, je trouve que c'est juste, en fait, révélateur. Les propos qui sont tenus, en fait, sur Taha sont juste révélateurs d'une haine qu'il y a dans une certaine partie, en fait, de la bourgeoisie de gouvernement à l'égard des classes populaires en général, en fait. Je ne sais pas c'est quoi, puis je vais pas faire de la spéculation ni porter ici de jugement ou quoi que ce soit. Je sais pas si c'est du racisme ou c'est du classisme, c'est de la porophobie, c'est un mélange des deux, c'est un mélange de tout pour moi. Enfin, c'est une stigmatisation dans leur tête, en fait. Ils ont tellement tout mélangé, tout est tellement mélangé, en fait, leur haine des pauvres, plus leur haine, leur dédain, en fait, enfin, peut-être une certaine xénophobie, etc. Tout est mélangé et tout en fait, Moi, provoque un certain. je suis désolée, je permets de te couper sur Non, ça. non, faut la Letty, je la connais aller, un faut la petit laisser peu. aller jusqu'au Ouais, bout, s'il s'il te te plaît. plaît. Comment? Ici, on peut Ah prendre oui, le pardon, temps qu'on pardon. veut, mais il faut laisser les propos aller jusqu'au bout et puis note s'il le faut et tu reviens sur les points. D'accord. Ouais, tu pourras me contredire, Roman, mais pour moi, c'est assez révélateur quand même. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, je parle des militants en question hein, qui ont tenu ces propos et puis qui tiennent ces opinions et ceux qui tapent sur ta, bien sûr. C'est un mélange de tout, en fait, qui fait que, enfin, maintenant, pour eux, banlieue, c'est carrément l'identité même de la banlieue, entre guillemets. C'est devenu un truc tellement repoussoir pour eux qu'ils mélangent tout dedans, puis c'est toutes les insultes en même temps. Donc, ça a peu de sens et ouais, il y a sûrement de la xénophobie, du racisme qui se cache là, mais aussi une haine en fait des quartiers populaires en général. Enfin, voilà quoi. Et puis pour revenir à ce que tu avais dit tout à l'heure, Roman, et puis ce qu'on pu dire, moi je sais que Roman ne sera pas forcément d'accord parce que tu as été, enfin, t'étais, enfin, peut-être adhérente ELV, enfin, j'ai pas bien compris, mais tu me rectifieras ce que tu as dit dans l'autre space. Mais pour moi, que ce soit ELV ou le PS, déjà, ils ont rien de socialiste. Bon, voilà, ils ont tellement fricoté le libéralisme. C'est pas que de ces 10 dernières années ou que le quinquennat Hollande. Hein. Ça fait 40 ans qu'ils nous font du libéralisme, même l'époque de Mitterrand. Bon, il y a eu 3 ans de mesures sociales et tout. Après, ça a vite fait pris le tournant de la rigueur pour les 15, enfin, les 14 dernières. Enfin bref, tout ce qui restait des 2 mandats de Mitterrand. Pareil pour ELV, bon, je vois qu'ils gagnent des circos, peut-être sur le local, etc., ils servent à quelque chose, mais là, en tout cas, la plateforme qu'ils ont au national, et puis surtout la campagne qu'ils ont menée, pour moi, il y a aucun point d'écologie qui s'en dégage. Ils en ont absolument rien à faire. Quand tu vas dans leur space, quand tu parles avec leurs dirigeants, etc., mais tout ce qui, en fait, tout ce qui les intéresse, c'est voilà, tant de pourcentage, tant de voteurs, en fait, finalement, tant d'électorat, tant de machin, tant de nos financements. Carrément, quelquefois, c'est oui, nos financements, parce que je crois qu'ils ont un peu le seum, entre guillemets, d'être à 4 et pas à 5% et de pas être remboursé, genre les frais de campagne. Donc, c'est tout ce qui les intéresse. Donc, comme ce que disait Grève Générale, ou je sais plus qui tout à l'heure, de la politique partisane, de la politique politicienne, dont je pense personne n'en a rien à faire, parce que comme ce que disait Roman, il y a quand même des êtres humains, des enjeux de l'autre côté, mais ces partis-là sont tellement dans un certain entre-soi, je suis désolée, mais un entre-soi de classe, oui, moi je vais te dire, un entre-soi de personnes privilégiées qui sont déconnectées en fait des conséquences non seulement du quinquennat Macron, mais du quinquennat Le Pen, enfin de l'éventuel, désolé, de l'éventuelle candidature Le Pen. C'est-à-dire que là, que ce soit dans les spaces ELV, ou là, ce que j'ai pu entendre des deux hôtes et co-hôtes, dans le space PS, c'est que en gros, ce qu'ils étaient en train de dire, c'est que évidemment, ils n'ont pas voté Mélenchon au premier tour et ils mettaient en avant justement leur petit ego, je suis désolée, moi je vais dire ça comme ça, et puis leurs petits désaccords, on va dire, partisans, et leur petit parti, devant le fait d'empêcher l'extrême droite d'être au second tour. Je pense que c'est des gens qui se rendent pas compte en fait des conséquences que ça a pu avoir sur des personnes qui n'avaient pas ce privilège-là. Il y a des personnes, voilà quoi, l'extrême droite au second tour, c'est un danger réel pour eux, et peu importe ce qu'on a fait au second tour, moi ce qui me choque personnellement, c'est ce qui a pu être fait en fait au premier. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui sont prêts à vous pousser sous le train comme ça juste
Voilà, parce que mon parti met financement, puis là, on n'est pas d'accord sur telle ligne avec Mélenchon, ou alors Mélenchon crie trop, ou Mélenchon a dit ça un jour, puis t'as tweeté ça l'autre jour. Enfin, je trouve que c'est absolument dégueulasse et qu'ils en ont rien à faire ni des personnes racisées finalement, et puis ni des pauvres, quoi. Moi, je suis désolée, ces deux partis-là, je ne peux plus me les blairer. Alors, j'encourage les négociations, hein, bien sûr, si ça peut se faire avec des gens qui veulent, puis les militants, s'ils sont partants, s'ils sont volontaires et motivés, pas de problème, mais il y a certains cadres, en tout cas, ouais, je peux plus me les Bayou, même les Delga, les Jadot, ça commence vraiment à bien faire. Bonsoir. Est-ce que je peux intervenir? C'est Youssef. Alors, juste avant, il y avait Romane qui voulait répondre à je sais pas quoi, un Missa, je crois. Et après, ça sera à toi, Youssef, il n'y a pas de problème. Alors, je vais faire très vite hein, pour pouvoir diffuser la parole. En fait, je suis assez d'accord avec toi. Alors, tu t'appelles Missa PB. Je suis assez d'accord avec toi sur pas mal de points, notamment le fait qu'ils oublient complètement le citoyen, hein, parce que, encore une fois, le programme et la vision du Parti socialiste en 2022, personne ne peut la dire, je pense, même eux, même le fils de Anne Hidalgo, et d'ailleurs, je trouve ça très franc et vraiment très bien, parce que pour lui, il n'a même pas voté sa mère. Pourquoi? Parce qu'il a placé la nation devant des intérêts familiaux personnels. Donc déjà, ça, j'ai trouvé ça très courageux de sa part de le dire. Par contre, je suis vraiment pas d'accord avec toi sur le fait que pour toi, c'est une vision racisée et xénophobe. Alors là, je suis en désaccord complet, si je peux me permettre, vraiment, parce que pour moi, Letty, on parle pas mal sur Twitter, c'est pas du tout quelqu'un qui est raciste, c'est pas du tout quelqu'un qui est xénophobe, et c'est pas du tout quelqu'un qui a la haine des classes populaires, comme par exemple a pu avoir François Hollande. Parce que c'est vrai que quand on a vu ses prises de position sur les classes populaires, en les appelant les sans-dents, etc., ça fait vraiment peur. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas mélanger justement les cadres du parti et leurs militants. Voilà, si je peux me permettre, c'est juste sur ça. Il ne faut vraiment pas tomber dans ce cliché-là, parce qu'alors à ce Alors, moment-là, je t'invite à discuter de la question du voile, par exemple, avec Letty. Et je pense que tu auras peut-être une autre perception de ça. Non, mais oui. Et vas-y, Rêve. Et puis juste 5 secondes sur Letty. Vous vous rappelez du Space Débrief PS? Pourquoi elle était partie dans les pleurs, etc. C'est parce que des tweets d'elle où elle qualifiait les gens de quartier de communautarisme ou de trucs comme ça ont été sortis, en fait. Donc, je ne sais pas de quoi vous discutez. Moi de toute façon, je suis toujours très prudent pour me faire la caution morale des gens. Si c'était quelqu'un que vous connaissiez personnellement, pourquoi pas. Mais échanger sur des tweets et vous êtes là à dire non, mais moi, je veux vous assurer que ce n'est pas quelqu'un, etc. Non, il faut la lire, il faut l'écouter quand elle parle. Elle est sur cette ligne de Carole Delga, du style le vote Mélenchon, etc. Moi, je l'avais même épinglé sur un tweet où elle se réjouissait d'avance des reports de voix entre le vote Mélenchon et le vote Marine Le Pen dans les Outre-mer. Et j'ai cherché sur son profil, elle n'a jamais parlé, parce qu'elle avait cité Guadeloupe, en fait. Elle n'avait jamais parlé de Guadeloupe que dans deux occurrences. La première, c'était pour parler de Miss Guadeloupe, et la deuxième occurrence, c'est pour parler de ses vacances. Donc, en fait, elle se fout totalement de la vie des gens sur place, des motivations pour lesquelles ces gens ont voté pour Mélenchon au premier tour et Marine Le Pen au second tour. Tout ce qu'elle cherchait à faire dans cette histoire, c'est de les instrumentaliser pour marquer des points politiques. Et elle a la rhétorique du printemps républicain, anti-républicain, etc. Donc moi, en tout cas, si j'étais vous, heureusement que je ne le suis pas, je ne me ferai pas la caution morale de quelqu'un que je ne connais que sur Twitter. Ah, mais je fais la caution morale de personne. Effectivement, je la connais que sur Twitter. Et vraiment, je vais juste répondre en 30 secondes. En 30 secondes, je ne vais vraiment pas m'attarder. Encore une fois, le vote des Outre-mer qui est vraiment caractéristique d'une détresse et d'une détestation de Macron. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 13 millions de personnes qui ont voté pour Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'on fait? Roman, est-ce que je peux faire un truc? Vous n'avez absolument pas répondu sur le fond. Vous savez bien que le débat n'est pas pourquoi ils ont voté ou pas. C'est quel usage Letty en a fait. Ah oui, on je peut suis discuter d'accord. de ça. Après ça, j'ai pas vu ses tweets, non, donc je peux pas répondre sur le fond. Je n'ai pas vu ses tweets, je peux pas répondre sur le fond. Voilà. Elle, mais le sujet n'était absolument pas est-ce que le vote justifié, pas justifié, etc. C'était sur
sa position précise et l'instrumentalisation de cet événement, alors qu'elle ne s'occupe de la Guadeloupe que quand il s'agit d'y faire des vacances ou de parler de Miss France, comme le font l'écrasante majorité des Français en réalité. Et puis leur obsession, pour revenir aussi à la question qu'on avait abordée, leur obsession pour Taha, etc., c'est leur détestation de cet antiracisme décolonial, etc., qui est très loin de leur clownerie du type SOS, comment ça s'appelle déjà? Touche pas à mon... Vous allez dire SOS détresse, touche pas à mon pote. SOS racisme, voilà. SOS racisme, tout ça. Enfin, désolé, on a trop fait attendre Youssef. On reparlera du racisme sûrement, mais vas-y, Ouais. Youssef, on t'écoute. Je vais être très court, hein. Moi, je vais insister sur le fait qu'il s'agit bien d'attitudes racistes, de comportements racistes. Qu'il s'agisse de racisme de classe ou de racisme de race, pour le dire de manière simple, les deux se rejoignent. Moi, il me semble que l'enjeu, c'est pas trop l'élection de... Tout à l'heure, je suis venu un petit peu rapidement parce que j'ai écouté ce que disait la fameuse Letty et son cohorte. Les arguments qu'ils essaient de donner en disant que Mélenchon, sa figure, sa responsabilité, enfin, tout son histoire, son historique, etc., c'était ça qui gênait. Mais je pense pas que l'enjeu, ce soit Mélenchon. Mélenchon, il en a encore pour une dizaine d'années, on va dire, globalement. Et je pense que la tectonique des plaques, elle n'a pas fini d'évoluer. Là, les partis qui sont en train de disparaître sont les grands partis traditionnalistes, centralisateurs, qui donnent tous leurs ordres d'en haut, etc. Mais là, l'enjeu, c'est clairement l'accession à l'Assemblée nationale, qui, comme les plateaux de télévision, le journalisme, sont encore les deux sphères à peu près fermées, maintenues, où on maintient à l'écart les personnes racisées. D'ailleurs, moi, je ne dis plus les personnes issues des quartiers populaires. Je pense que c'est une manipulation. C'est une catégorie que je refuse absolument aujourd'hui. Je parle de quartiers de relégation, parce que ce sont des populations qui sont rejetées dans ces quartiers, n'ont pas fait le choix. Il n'y a rien de populaire, il n'y a rien d'admirable d'habiter dans des quartiers où il n'y a rien, où il n'y a que des bâtiments, etc. Bon, je ne vous fais pas le descriptif. Vous connaissez, on est tous issus pour une majorité d'entre eux. Moi, je dis clairement qu'il y a une ligne raciste qui veut empêcher Taha Bouafs d'accéder à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un lieu pour lui. Et ça s'est fait, à l'époque, ça s'est été Obono. Hein, c'était Obono. Et c'est toujours des personnes qui refusent, finalement, les codes feutrés, les codes de la discussion feutrée, etc. Donc là, il y a clairement une ligne à tenir. Moi, je pense qu'on doit absolument refuser l'interdiction de l'accès à l'Assemblée nationale à Taha Bouafs. C'est un symbole. Si on lâche là-dessus, on a perdu. Je pense que si on lâche là-dessus, c'est vraiment, et je le redis, hein, je vais donner un exemple. Je suis enseignant et j'ai, au fur des années, acquis les codes, les symboles, etc. Il arrive que, bon, malheureusement, je vais faire très court, malheureusement, heureusement, je ne sais pas. On me dit souvent, ouais, t'es pas typé, etc. Quand je donne mon nom, on me demande toujours, la première question qu'on me pose, c'est quelles sont tes origines? Et je dis toujours, je suis français. Et on me dit, non, mais tes parents. Je leur dis, mes parents sont français, ils ont été sous la colonie, etc. Donc, il y a clairement comment dire, un refus de nous laisser accéder aux espaces comment dire, il y a une lutte des pouvoirs, hein, c'est vraiment les groupes sociaux sont dans des rapports de pouvoir, des rapports de lutte. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Et par rapport à, si vous me permettez une dernière insiste, par rapport au ELV, j'en suis issu, j'ai fait partie comment dire, de l'exécutif régional d'Île-de-France, et bon, j'en suis parti avec Paz et Fracas. Juste deux, trois petites choses. Il n'y a pas, à mon sens, il faut peut-être essayer de militer dans ce parti pour essayer d'en comprendre le fonctionnement qui est assez complexe. Il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de ligne de droite. Hein. La plupart des gens qui viennent, qui militent et qui occupent les postes à ELV sont issus des luttes sociales. Il y a juste un problème, c'est que de plus en plus de personnes sont issues des grandes écoles, etc. Et que certaines veulent passer de manière impatiente à un parti de cadre. Et je pense que l'erreur, et je terminerai là-dessus, l'erreur de Jadot, c'est pas Jadot. Jadot, c'était un choix comment dire, de second best. Hein, il n'y avait pas autre chose. Hein. C'était
Et donc, si on avait pu choisir, s'ils avaient pu, j'en fais plus partie, donc, s'ils avaient pu choisir quelqu'un d'autre, ils l'auraient choisi. Sauf que là, tout simplement, Jadot n'est pas représentant d'une seule motion. Il y a 3 principales motions. C'est juste que là, les motions se sont dit, soit on a Jadot et on a une chance de gagner, mais ils y croient vraiment, hein, jusqu'à aujourd'hui, qu'il y avait la possibilité de gagner cette élection, soit c'est mort. Voilà, je m'arrête là-dessus. Merci Youssef. Bonsoir, je ne sais plus qui est le prochain, n'hésitez pas à prendre la parole. Moi, C'était c'était moi, il me juste semble. 10 secondes, Samira. Je vais laisser tourner la parole. Ah, On va vas-y. pas faire de ping-pong avec Roman. Après, je descends. Je veux bien clarifier les choses, que mon intention, c'était absolument pas de dire que telle ou telle personne était raciste ou était quoi que ce soit. Justement, j'ai pris des précautions. Ce que j'ai voulu dire, en tout cas, c'est que leurs actions et leurs paroles révèlent aux militants, révèlent un certain racisme, révèlent une certaine haine de classe. Enfin, moi, c'est ce que je disais et c'est ce que Rave disait tout à l'heure. Déjà, quand on ne bloque pas l'extrême droite, pour moi, au premier tour, c'est qu'on en a un petit peu rien à faire, en fait, au final, du sort des quartiers populaires et du sort des personnes racisées et du sort, enfin, voilà, que les pauvres se fassent matraquer par des réformes néolibérales ou que se fassent envoyer au goulag par les fascistes. Ça nous laisse entendre qu'on en a un peu rien à faire. Donc, je sais pas c'est quoi. Ben, en tout cas, c'est pas de l'antiracisme, c'est pas de valeurs que moi je considère être des valeurs de gauche. Voilà, c'est tout, Roman. Mais je voulais absolument pas insulter qui que ce soit. Merci, Missa Patil ou Patil, je sais pas si je prononce bien. Ouais, c'est Palti, c'est ça en effet. Tout d'abord, j'aimerais dire bonsoir à tout le monde et merci de me laisser la parole. Je vais essayer de rendre mes propos assez courts et intelligibles. Tout d'abord, je vais revenir sur le space précédent. Je suis du PS et ce sont des camarades. Juste pour dire que ces personnes-là parlent pas au nom du PS, mais en leur nom. Puisque au Parti Socialiste, en ce qui concerne la ligne du Parti Socialiste, il y a eu un conseil national dans lequel il y a eu des débats et un vote dans lequel majoritairement on a décidé de faire un accord avec les porteurs de gauche, y compris LFI. Maintenant, je vais revenir sur la question de l'union des gauches, puisque c'est la question pour moi qui est primordiale aujourd'hui, après le second tour qu'on a eu, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je pense qu'aujourd'hui, on peut tous faire le constat que la France insoumise est la première force de gauche, après 2017 et encore 2022. Donc, c'est à eux, je dirais, d'organiser cette coalition. Maintenant, pour organiser la coalition, il faut qu'on puisse parler de programme. Et en toute légitimité, les électeurs ont voté, les électeurs de gauche ont voté, et ont voté majoritairement pour le programme de l'Union populaire. J'étais assesseur durant le premier tour des élections présidentielles, et j'ai vu des personnes qui n'avaient jamais voté aller voter. J'ai vu des personnes qui ont voté utile, mais qui ont nourri de l'espoir derrière ce vote-là, et qui avaient besoin d'une vraie politique de rupture avec la société actuelle. Et aujourd'hui, il va y avoir des négociations, les négociations ont commencé, et je pense que si nous avions été à la place de la France insoumise, logiquement, il est normal que le programme soit majoritairement celui de l'Union populaire, et nous aurions fait la même chose. Maintenant, pour avoir une coalition, bien sûr qu'il faut faire des concessions. Il faut faire des concessions pour que tout le monde puisse se retrouver dans un seul et même programme. Mais le programme majoritaire de cette coalition, si elle a lieu, doit être celui de l'Union populaire, je pense. Et comme je disais, je pense qu'il faut se poser la question de pourquoi on fait de la politique. On fait de la politique pour faire advenir le bien dans la vie des Français. Donc on doit mettre de côté nos querelles qui sont des guerres d'ego, parce que Jean-Luc Mélenchon était un ancien socialiste, il a quitté le PS, etc. Je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour dire que, voilà, on ne voulait ni Macron, ni Marine Le Pen. Et que la seule solution, c'est d'avoir un bloc de gauche à l'Assemblée nationale, la majorité à gauche, pour pouvoir essayer de faire changer les choses. Donc, cette question-là, pour moi, c'est la question qui doit primer, ça doit être la question primordiale. Et la volonté des électeurs de la France insoumise, du Parti socialiste,
d'Europe Écologie, d'Europe Écologie Les Verts ou encore le Parti communiste, c'est une union de gauche. On ne l'a pas fait aux élections présidentielles. Maintenant, il faut se concentrer pour les législatives et le faire. Parce qu'avant tout, c'est ce qui doit primer. Et j'ai entendu certaines choses en disant oui, le PS est de droite, etc. Voilà, je souhaiterais juste vous dire que ça ne me blesse pas du tout, puisque voilà, ce sont des avis. Mais je me retrouve plus dans le programme de la France Insoumise que la République En Marche, puisque la République En Marche, je tiens à le clarifier, n'est pas un parti de gauche. Et ceux qui pensent que la France Insoumise est un parti d'extrême gauche se trompent encore. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais Palti, moi, je vais quand même te poser une question. En quoi le PS est de gauche? Et je ne parle pas des déclarations du PS, hein, parce qu'à ce compte-là, la République démocratique de Corée du Nord est une démocratie, tu vois. Moi, je Oui, veux bien des sûr. actes. Moi, Oui, je veux bien des sûr. actes. Je veux des politiques du PS, surtout de Hollande, parce que ils ont décidé qu'ils ne vont rien renier du leg de Hollande, en fait, du bilan de Hollande. C'est ce qu'ils ont dit. Même Faure l'a assuré. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui est de gauche chez le PS? Après, revenir à chaque fois sur la question de Hollande, bien évidemment que je pense que avant que, et je l'ai toujours dit, avant que les gens fassent le deuil de ce quinquennat, parce qu'on a eu le pouvoir et on a eu le pouvoir, Non, on a eu le pouvoir total. Désolé. Il faut tout d'abord que nous-mêmes puissions faire le deuil des années Hollande. Maintenant, c'est pas ma question. Ma question, en fait, tu es militant, hein? Tu peux bien croire sûr, aux promesses de votre parti. Il se trouve que votre bien parti sûr. a été au pouvoir, a appliqué Oui, des choses qui sont j'en concrètes. disconviens pas, c'est clair. Donc on peut discuter de choses concrètes. Bien sûr. Qu'est-ce que Hollande a fait qui serait de gauche, quoi? Ça veut dire, qui ferait que on dise que le Parti socialiste est encore de gauche? Parce Mais que la gauche. je suis du même avis que toi. Sans te couper la parole, je suis du même avis que toi. Non, mais tu viens Concernant le quinquennat d'Hollande. Oui, non, mais le quinquennat d'Hollande, il se trouve que c'est le PS. Oui, bien sûr, oui, c'est le PS, oui. Oui, le PS au pouvoir, Oui. a eu de petites fenêtres, qu'on va dire, de gauche. Par exemple, c'est 81, 83. On va dire, c'est un peu 80, même pas 97, je vais dire 99, avec toutes les lois 15 novembre 99 sur la Pax, etc. Après, il y a eu les privatisations, puis la loi Aubry sur justement les 35 heures. On en vient à 2012, 2013, c'est le mariage pour tous. Ouais. Excepté ces mesures qu'on peut lister sur les doigts d'une main, tout le reste de la politique du PS au pouvoir, ce sont des politiques de droite. Ce sont des politiques de droite. Ce sont des politiques qui servent à renforcer le marché, accélérer les privatisations, précariser les travailleurs et taper sur les mouvements sociaux et les mouvements écologiques. À partir de là, je veux bien que vous nous fassiez des promesses, mais concrètement, le PS est de droite. Complètement. Une petite phrase. Je pense que le PS n'attend plus rien de nous et on n'attend plus rien du PS. Le PS a fait ce qu'il avait à faire grâce à nous, grâce aux électeurs. Aujourd'hui, il n'attend plus qu'on... C'est clair, il n'y a qu'à voir le message du personnage d'aujourd'hui. J'ai fait un tweet là-dessus et celui qui dit qu'il quittait le PS parce qu'on ne veut plus défendre en gros. Hein. D'un côté, il y a nous, les gens bien... et de l'autre côté, les barbares, c'est-à-dire nous. Clairement, aujourd'hui, le PS n'attend strictement plus rien des quartiers racisés. Je ne dis plus quartiers populaires, des quartiers racisés. Parce que c'est clairement ça. Bah, moi, je suis désolé, hein, je vais te le dire cash. Il n'y a pas aujourd'hui de militants jeunes au PS qui n'y ait pas par ambition politique. Parce qu'on n'entre pas au PS si on est socialiste. Parce qu'il n'y a pas de politique socialiste au PS. Aujourd'hui, toutes les figures que j'ai vues, toutes les personnes que j'ai vues défendre le PS, que ce soit sur les spaces, dans les débats, etc., c'est toujours des gens qui, effectivement, occupent des postes dans des organes ou cherchent des postes. Tu n'as jamais de militants jeunes, hein, un peu comme nous, ce qu'on fait, par exemple, pas du tout encartés à la France insoumise, etc., et qui viennent quand même défendre la France insoumise. Il n'y en a pas. Ce sont toujours des gens qui ont l'ambition. Parce que moi, je vais t'avouer un truc. Si tu es carriériste, effectivement, le PS peut être une opportunité parce que
Aujourd'hui, il n'y a presque personne. Donc, on peut se placer quand on est jeune, etc. Et qu'on espère, comme les Rémi Goubert et les autres, pouvoir se placer par-ci, par-là. Mais... Ah là là, cette dédicace. Pardon. Ouais, cette dédicace, parce qu'il faut qu'il me Non, mais oui, je pense à lui direct. Ouais, quand je vois jeune PS, oui. Vas-y, pardon. Non, mais on a une autre lot. Du coup, moi, la question, c'est est-ce que tu es socialiste? Ou alors, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, tes idées politiques t'ont conduit au PS? Et quelles sont ces idées-là? Je suis socialiste et pour revenir sur ton propos de carriériste, j'ai été candidat aux élections départementales, candidat remplaçant aux élections départementales. Ce qui m'a amené au Parti socialiste, tout d'abord, c'était pas la direction nationale, mais c'était plutôt le groupe local, puisque j'exerce en tant que assistant du conseiller municipal de ma ville. Donc, je fais un travail d'opposition dans ma ville au niveau local. Donc, juste pour revenir sur le quinquennat d'Hollande, je pense que le quinquennat d'Hollande, personne au PS pourra te dire le contraire de la majorité de ce que tu viens de dire. Ah bah si, il y en a plein au PS qui justement. Oui, puis même les cadres, ils veulent pas justement, ça faisait partie des choses qui ne veulent pas renier. Tu l'as dit, je sais plus qui l'a dit, mais ils veulent pas revenir sur ça. Or c'est pas un détail, tu vois, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça nous dit en fait beaucoup sur ce qu'est le PS. Il y aura toujours une défense, je dirais, publique du Parti socialiste, c'est normal. Mais si je dois être réaliste et que chacune des personnes au Parti socialiste doit être réaliste, on le sait tous que le quinquennat de François Hollande était mauvais, très mauvais. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, aux dernières élections présidentielles, c'est ce qui explique nos scores. Il n'y a pas de justification sur ça, il n'y a pas de contradiction sur ça. Au-delà du quinquennat d'Hollande, c'est que c'est un parti aussi qui a inventé des Valls, des Macron, et tout un tas de gens Après, qui sont pas très dans chacun des partis, sans te couper la parole, dans chacun des partis, ce qui fait vivre un parti, je dirais, c'est la démocratie et il y a plusieurs ailes dans un parti. Malheureusement, je suis du même avis que toi, hein, on a sorti des Valls et plein d'autres personnes qu'aujourd'hui, je dirais, je qualifierais, sans moquer de respect, je dirais que ce sont Valls des personnes à venir. Valls est parti quand même. Oui, il est parti. Oui, elle n'a pas été... Non, mais tu me dis des ailes, il reste quoi en fait au PS? C'est les mêmes, hein. Il reste le Foll, où il s'appelle le tueur, enfin Julien Drey, Cazeneuve, Delga, putain, fucking Delga. Enfin voilà, c'est... je pense que voilà, le casting, il fait pas rêver, quoi. Le casting ne fait peut-être pas rêver, mais le dernier conseil national, vous avez une vision de ce que le Parti socialiste veut devenir. Voilà. Mais tu m'as pas répondu. Moi, je veux savoir. Après, tu me dois pas une réponse. Hein. Tu peux me dire, ok. Donc, non, parce que comme j'ai dit, je fais vite parce que je dois bouger. C'est pour ça. Ma question était claire. Mais si tu veux, on en parle en message privé parce que je dois vraiment partir. Ouais. Quelles sont les idées politiques qui t'ont amené au Parti socialiste? Moi, c'est ça ma question. Parce que tu dis que tu es socialiste. Qu'est-ce que le Parti socialiste offre aujourd'hui de socialiste pour qu'un socialiste convaincu se dise, dans l'offre politique actuelle, c'est au Parti socialiste que je vais trouver les idées auxquelles j'adhère. La lutte des classes. La lutte des classes, personnellement. La lutte des classes et les acquis sociaux. Je te répondrai tout simplement. Moi, comme je dis, j'ai adhéré au Parti socialiste sur une ligne locale de ma ville à Saint-Gratien. D'accord ? Je t'invite à venir à Saint-Gratien et même aux conseils municipaux qui sont libres d'accès pour venir voir comment on défend, pour venir voir la ligne que nous tenons lors de ces conseils municipaux. Et c'est la raison pour laquelle je me suis inscrit au Parti socialiste. Mais attends, du coup, il y avait quoi? Il y avait peut-être le PCF, il y avait peut-être d'autres partis de gauche qui sont avec lesquels tu peux faire, par exemple, la lutte des classes. Hein, parce que la lutte des classes, sincèrement, c'est pas au Parti socialiste que ça se passe. C'est le parti qui a d'être du côté toutes les protections de classe des travailleurs. Le droit du travail, on l'appelle un droit militant parce que c'est un droit qui part du postulat que, comme le travailleur est sous la subordination hiérarchique de son patron, le travailleur est dans une position de faiblesse, position qui doit être protégée par défaut.
Et ça, en fait, la hiérarchie des normes, par exemple, entre les accords de branche, les conventions et puis la loi, tout ça a été inversé par le Parti socialiste. La lutte des classes, c'est les gens qui sortent dans la rue et qui s'opposent à ces réformes-là qui ont totalement annihilé tout ce qui restait presque de protection sociale. Le Parti socialiste est sorti avec tellement de violence contre ces gens que je ne peux pas croire que quelqu'un qui se dit sensible à la question de la lutte des classes. Donc pour toi, je ne suis pas sensible à la lutte des classes, c'est ce que tu es en train de dire. Non. Non, mais franchement, non, mais, tu devrais voir mes interventions. Non, mais les interventions sont faciles. Non, les interventions sont faciles. Non, tu devrais voir tout simplement. Tout simplement voir mes interventions. J'ai pris la parole plusieurs fois. J'ai même fait l'objet d'un reportage. Tu devrais voir que voilà, la lutte des classes. De ce qu'on appelle la classe populaire. Je suis cette classe populaire. Donc, comme je t'ai dit, je t'invite à venir au conseil. Les prises de parole ne mangent pas de pain, surtout quand on est à l'opposition. Moi, par exemple, là où je l'ai pu dire, le fait que vous réclamiez le socialiste, c'est que vous vous positionnez justement contre un parti qui a dévoyé le socialisme en France. Mais Rêve, clairement, le Parti socialiste, il a clairement abandonné la question de la lutte des classes. Ils ont suivi la ligne Terra Nova. Officielle, hein. Mais au sein du parti. C'est quoi le Parti socialiste? C'est le retour à 62 ans. C'est la loi travail. C'est Emmanuel Valls. C'est comment on peut encore penser que le Parti socialiste défend est sur la ligne de la lutte des classes. Ils le disent clairement. Youssef, sans te couper la parole, au sein du parti, ce constat est fait. Vous n'avez qu'à regarder les dernières interventions de Rachid Temal, qui est le premier fédéral du Val d'Oise. Je suis du Val d'Oise. Il le dit, il est clair. Le Parti socialiste a abandonné les quartiers populaires. Il est clair sur ça, au niveau national. Non, mais que ce mec-là dit ça. La politique, ce n'est pas que au niveau national. Il y a une politique aussi locale. Non, mais ça je l'entends. Mais tu as bien entendu les prises de parole du national, pour le coup, sur cette question-là. Les prises de parole nationales, c'est le Conseil national a décidé d'aller... Je réponds juste sur ça, sur notamment la question des quartiers populaires. Ouais. Qu'est-ce qu'il reproche à Mélenchon, notamment, c'est d'avoir un vote qu'il qualifie de communautariste, etc. Il y a une bagarre au sein du PS qui, pour ceux qui n'ont pas envie de perdre leur poste, sont dans une ligne, bon, on va pas déconner, on va quand même négocier avec le mec qui a fait 22%, et les autres qui sont, oh là là, mais non, vous vous rendez compte, les Arabes et les Noirs, ils ont voté pour lui, donc c'est du communautarisme, islamiste, tout ça. Donc bon, c'est très compliqué de... Enfin voilà, le PS, c'est Olivier Faure, tu vois, il s'est découvert un intérêt pour l'Union populaire depuis le second tour, tu vois. Donc, et beaucoup de PS ça date pas tu vois, c'était pas des opposants très... des opposants à Macron. Mais j'ai toujours été pour l'Union. Oui, non, mais tu as cité Rachid Temal pour dire que le Parti socialiste est encore de gauche, quoi. Sérieusement. Non, j'ai cité Rachid Temal pour te dire sur le constat, pour affirmer que le constat est fait au sein du parti. Non, le constat n'est pas fait. Le constat est fait au sein du parti. C'est pas la ligne officielle du parti. Et en fait, moi, je suis un matérialiste. Mais pour toi, c'est quel... Non, tu parles de la lutte des classes. Pour le coup, parlons concrètement de matérialisme. Moi, je suis matérialiste. Moi, je m'en fous sérieusement, totalement de ce que les gens déclarent quand j'ai la possibilité de voir ce que les gens font concrètement, matériellement. Ça veut dire l'impact matériel dans la vie, donc dans les conditions matérielles d'existence des gens. Quand le Parti socialiste a eu le pouvoir, le Parti socialiste a saccagé les conditions d'existence de vie des prolétaires dans ce pays. Et quand, dans cette campagne électorale, quand Anne Hidalgo nous dit que l'espérance de vie en bonne santé des travailleurs, c'est 62 ans et qu'elle veut la retraite à 62 ans, ce qu'elle était en train de dire aux travailleurs, c'était travailler jusqu'à votre mort pour cotiser pour les retraites des riches. Ça, c'est l'inverse. En fait, c'est une lutte des classes, mais une lutte des classes quand on le positionne du côté des bourgeois. Tu vois, ça c'est ce que le Parti socialiste dit et c'est ce que le Parti socialiste fait. À partir de là,
tu peux dire, ouais, non, mais regarde mes prises de position, etc. Les prises de position, ça ne marche pas de pain, en fait. Ça ne marche absolument pas de pain. Donc, moi, je ne peux pas prendre au sérieux quelqu'un qui me dit, je suis socialiste convaincu, je crois à la lutte des classes, j'ai vu l'organe qui se réclamait du socialisme, qui est arrivé au pouvoir, qui a saccagé les droits des prolétaires, qui s'est rangé du côté des bourgeois, je vais aller là-bas pour me battre sur la lutte des classes. Peut-être que tu le fais du côté des bourgeois, mais en tout cas, un socialiste sérieux ne peut pas se dire aujourd'hui que c'est dans le Parti socialiste que la lutte des classes pour les prolétaires va se remporter. Écoute, malheureusement, je dois partir. J'aurais aimé, très sincèrement, j'aurais aimé rentrer dans le fond du programme d'Anne Hidalgo avec le critère de pénibilité, etc. Je dois malheureusement partir. Mais bon, après, tu as ton avis concernant le Parti socialiste et c'est tout à ton honneur. Hein. Bah t'inquiète, on fera sûrement d'autres spaces. Voilà. C'est eux qui ont saccagé toutes les instances de protection de la santé des salariés. Mais au Parti socialiste, beaucoup sont d'accord, par exemple, sur la loi travail. Beaucoup font le même constat. D'accord ? Encore une fois, je dois vraiment partir puisque je dois travailler. Mais ce que je vais tout simplement te dire, c'est que, voilà, le constat d'échec du bilan Hollande est fait, est en train d'être refait au sein du Parti socialiste. Toi, mais par personne. Non, mais moi, tu peux dire, je ne crois pas ce que tu dis, parce que j'ai vu ce que vous faites. C'est tout simple que ça. Tu crois pas, mais juste une chose. Non, mais moi, en 2017, tu aurais demandé aux socialistes de s'allier avec la France insoumise, beaucoup auraient dit non. Donc il y a un pas en avant qui est fait, et je t'assure que... Là, c'est la débandade. Mais parce qu'ils vont crever, comme je le disais tout à l'heure. Non, mais allons plus loin. Le Parti socialiste est un ennemi de classe. Je suis désolé, le Parti socialiste, dans la lutte des classes, le Parti socialiste est un ennemi de classe déclaré. C'est des gens qui ont mené une guerre des classes contre les pauvres dans ce pays, de manière symbolique et de manière matérielle. Juste, n'oublions pas 2-3 petites choses. C'est-à-dire que les conflits actuels autour de la classe des services publics, l'hôpital, l'école, la justice, le type de police de police qu'on a dans les quartiers, c'est pas né de n'importe où. C'est pas ça date pas de ce quinquennat. Juste, je dois vraiment vous laisser. Excusez-moi de vous couper la parole. Je vous souhaite un très bon space. Et voilà, merci encore de m'avoir laissé la parole. C'était très enrichissant de discuter avec vous. Merci. Juste, d'où vient Macron? Macron tombe pas du ciel, d'accord? Et donc, on ne peut pas faire, l'abstraction de tout ce qu'il y a eu sous Hollande pour dire aujourd'hui le Parti socialiste, il a changé, il va changer, etc. Le Parti socialiste doit disparaître. Point. Salut à tous ceux qui sont montés. Il n'y a pas de tour de prise de parole, donc n'hésitez pas à la prendre. Vas-y, Gaïa, je vois que tu lèves la main. Oui, coucou, bonjour les amis. Alors, déjà, moi j'aime bien Taha, on a fait un karaoké ensemble, je l'aime bien, voilà, je voulais le dire, je stanne un peu pour lui. Maintenant, vis-à-vis du PS, moi, une critique que j'avais un peu, en discutant un petit peu, en discutant de coup avec vous en privé, et puis en écoutant un peu les spaces, c'est vrai que ça fait quand même vachement longtemps aussi que le PS, ils ont tendance à entre guillemets, à continuer à augmenter un peu le feu de l'extrême droite dans le pays aussi. C'est-à-dire que quand on regarde au fur et à mesure des élections et des mandats, le PS a toujours été, ils ont toujours utilisé l'extrême droite comme un outil politique pour contrôler un peu le peu de démocratie qu'on a dans ce pays et pour court-circuiter dans un autre pan la voix des racisés dans le pays. Tout à l'heure, tu avais parlé de SOS Racisme, je pense que c'était assez apte. Il y avait aussi, je pense que pour le mandat Hollande, on se rappellera par exemple la déchéance de nationalité. C'est ce qui a rendu d'ailleurs ça valable aujourd'hui dans le champ médiatique. C'est-à-dire que depuis qu'il y a eu Hollande qui a fait ça, maintenant, c'est tout à fait acceptable de remettre en cause la nationalité des Français sur des raisons X ou Y. Donc ça, c'est un peu bon. Donc moi, j'ai tendance à être en faveur des alliances et à faire en sorte qu'on peut faire des choses. Et je pense que localement, on peut bosser avec des anciens militants du PS. Des anciens militants. Hein. Il est vraiment temps pour les militants du PS de sortir de cette pomme pourrie que c'est le parti et de rejoindre des vrais mouvements de gauche, quoi. Voilà, j'espère que le monsieur qui parlait tout à l'heure, Palfi, pardon, j'espère qu'il écoute encore, parce que je peux comprendre qu'au niveau local,
peut-être qu'au niveau, enfin bon, je spécule, je sais pas ce qui se passe dans sa ville, tu vois, mais peut-être qu'au niveau local, le seul parti politique, entre guillemets, avec des gros guillemets de gauche qui était actif, c'était peut-être le PS et qu'il s'est investi là-dedans parce que localement, il y avait que ça. Mais je lui garantis que ce serait beaucoup mieux pour lui et pour sa vision de la société s'il décidait actuellement de quitter ça et de lancer l'antenne locale du PCF, de la LFI, de n'importe quel parti, en fait. Ça aura beaucoup plus de valeur pour réellement lutter pour ceux dont on veut parler, quoi. Ouais. Non, j'allais dire, t'as un grand cœur, Gaïa. Moi, je veux la bagarre. Toi, mais tu sais, bon, moi, je mets de la nuance, tu sais très bien. Bon, voilà, j'essaye de. Moi, j'ai essayé, hein, mais ça n'a pas marché. Non, mais voilà, je sais, Rêve. Mais le truc, c'est que moi, je me dis, en fait, en vrai, genre, il reste 2 mois, on n'a pas le temps. Enfin, franchement, je sais. Genre, tu sais quoi, je m'engage. Dès la fin du second tour des législatives, je cracherai, franchement, comme toi, Samira, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais je me dis, genre, franchement, est-ce que genre, allons-y un tout petit peu doucement. Parce que moi, en vrai, tu vois, genre, je l'ai écouté parler, tu vois. Bon, le monsieur qui venait de parler, je l'ai écouté parler et bon, ça se voit qu'il n'était pas à l'aise, etc. Et tout, bon, ça, c'est clair, mais je pense sincèrement, les amis, on peut faire des choses. Ça va demander des choix. Moi, personnellement, j'ai un peu honte de le dire, mais j'étais jeune, j'avais collé des affiches pour le PS en 2012, tu vois. Je l'avais fait. Mais je te garantis que la première année d'Hollande, j'ai fait, vas-y, mais mange tes morts, Hollande, plus jamais, quoi. Plus jamais. Et j'ai suivi ça. Bon, après, moi, je suis allé plus à gauche. Et le truc, c'est que, franchement, pour les militants, notamment les jeunes qui sont encore au PS, les amis, vous n'aurez rien. Ce sont juste des cadres qui ils veulent pas changer les choses. Ils se droitisent à chaque fois, à chaque occasion. Tu essaies de faire un pas dans leur direction, les mecs, ils font un pas à droite. C'est bon, faut arrêter, quoi. D'accord? Les têtes pensantes du PS, c'est mort. Ils sont responsables de tellement de souffrances, de retard. Et le pire, c'est qu'ils s'accaparent l'image de gauche, en fait. Ils nous ont mis un énorme caillou dans les luttes. Vraiment, ils nous ont mis un énorme caillou, quoi. Ils nous ont ralenti. Il faut qu'on les remplace, il faut qu'on fasse mieux, quoi. Je fais une dernière intervention, je descends ensuite pour laisser la parole, si vous permettez. En fait, on est méchant. Le Parti socialiste, on a encore une utilité. La seule utilité que je vois, moi, au Parti socialiste, c'est symbolique, c'est-à-dire c'est la seule démarcation qui va permettre de dire la gauche résiduelle et l'extrême gauche. Il faut arrêter d'accepter qu'on nous décerne des brevets de respectabilité. C'est aujourd'hui, la seule véritable utilité du Parti socialiste, c'est de permettre une démarcation entre ce qui est, respectable, les idées respectables, les luttes respectables, et celles qui sont renvoyées à l'extrême gauche avec cette volonté de nous disqualifier véritablement. Voilà, je m'arrête là, je descends, je laisse la parole à d'autres personnes qui ont envie d'intervenir. Bonne soirée et merci. Bonne soirée. Moi, je voulais juste terminer, juste rapidement. Enfin, bon, c'est un truc bateau, mais je vais juste le dire pour le dire, tu sais. Ceux qui hésitent encore, qui sont dans le space, qui nous écoutent et qui hésitent encore à s'investir, que ce soit dans les assos, dans la rue, en vous éduquant, enfin, il y a des millions de façons d'aider la lutte. N'hésitez pas à le faire. Franchement, n'hésitez pas à le faire. Et c'est même pas une question que parce que dans 2 mois, il y a les législatives. Hein. Faites-le tout le temps parce que on manque de bras. Réellement, on manque de bras, quoi. Et qu'importe la façon dont vous voulez vous investir, vous pourrez aider tellement de personnes. Vous choisissez ce qui vous convient le mieux, ce qui vous semble le plus confortable, mais faites-le, quoi. En ce qui concerne le 1er mai, je serai dans la rue, j'espère vous y voir. Et puis voilà, bon, je réagirai avec les autres discussions qu'il y aura sur le truc, quoi. Comme Alors, d'hab, merci Samira, comme d'hab. Vu qu'on fait passer les messages, vous avez jusqu'au 4 mai pour vous inscrire aussi sur les listes électorales. Donc, vous pouvez dégager le PS aussi de votre terre-terre. N'hésitez pas à aller voter pour législatives. Et prenez la parole. Je ne sais plus dans quel ordre. N'hésitez pas à... Drantic, ça fait un moment qu'il est là. Il a pas encore parlé. Ouais, ça fait un moment, mais j'ose pas parce que c'est tellement intéressant que j'ai pas envie de couper les gens. Mais en tout cas, ouais, moi, un peu comme Gaïa, mais même peut-être pire, j'avais 17 ans, j'ai milité au PS, au MJS, parce que moi, quand j'avais 17 ans, j'avais pas beaucoup de culture politique. Et puis, pour moi, les dernières personnes de gauche au pouvoir, c'était Jospin et Mitterrand. Donc, c'était pas non plus si accablant que ça de coller des affiches. L'organisateur du space d'avant, il avait dit oui, j'ai l'habitude de me prendre plein la gueule, de me faire moquer parce que en fait j'ai milité pour Hidalgo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2011-2012, moi j'allais faire du porte-à-porte. Je disais bonjour, c'est le Parti socialiste. Et en fait, les gens ils étaient contents. Ils étaient contents parce qu'en fait ils pensaient qu'il y avait encore un espoir. Ils pensaient que le PS, il allait changer la vie. Enfin, il y avait les 60 propositions. Le programme, il était un peu de gauche, pas non plus beaucoup. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 10 ans, tu pouvais être assisé, venir des quartiers et militer pour le PS. En tout cas, moi, c'était mon cas et j'y croyais sincèrement. Entre-temps, il y a eu la débâcle Hollande.
Mais en fait, moi, je suis un peu dépité de voir un peu la base militante, ce qu'elle est devenue, parce que moi, j'ai connu aussi une base militante qui était sincèrement de gauche, qui était sincèrement plurielle, enfin, d'un point de vue social, des métiers. Il y avait plein de métiers, il y avait des aides-soignants, enfin, honnêtement, il y avait plein de métiers enfin, de gens avec qui je militais. Moi, enfin, je me suis un peu décalé, je suis plus du tout PS ni militant, maintenant je suis juste sympathisant plutôt LFI. Mais en fait, moi, ce qui m'a interpellé, c'est l'instrumentalisation de certains termes comme laïcité, anti-républicain, communautaire. C'est extrêmement choquant en fait de voir comment ces termes-là déjà sont instrumentalisés, d'autre part sont même kidnappés. Enfin, en fait, on nous vole des termes, alors qu'en fait, républicain, moi je me sens carrément républicain. Laïcité, je me sens entièrement laïque. La liberté de conscience, pour moi, c'est ultra important. En fait, je me sens confisqué de ces termes par ces gens qui veulent les instrumentaliser et je suis extrêmement inconfortable face à cette situation. Ça m'énerve profondément. Et en fait, j'ai l'impression que le PS, certaines personnes du PS ne se rendent plus compte que le PS n'est plus hégémonique. Moi, j'ai milité quand le PS avait tout, hein, absolument tout, même le Sénat. En fait, aujourd'hui, il faut redescendre du piédestal. Le PS n'est plus hégémonique. Aujourd'hui, 80% des gens qui ont voté pour Mélenchon, ils ont voté pour le programme. Donc, en fait, les gens, ils veulent d'un programme de rupture. Moi aussi. Et en fait, j'ai été choqué de voir certains termes comme « Ouais, Bompard, il est hautain parce qu'il demande en fait une clarification sur le programme. » Mais en fait, non, Bompard, il essaie juste de faire l'union. Et en fait, pour faire l'union, il faut forcément avoir une position un peu à gauche, à droite. On voit un peu qui veut quoi et on essaie de faire une synthèse. Mais en fait, honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a une certaine déconnexion aussi parce qu'en fait, au bout du compte, il y a des gens qui ne veulent pas faire l'union parce qu'il n'y a pas une pureté ou parce que tel candidat leur déplaît. Mais en fait, aujourd'hui, en Inde, il y a 50 degrés. Il y a une canicule de 50 degrés qui va nous péter à la gueule en France aussi. Dans quelques années, il va faire 50 degrés en France aussi. Et en fait, on va dire quoi plus tard aux gens? On n'a pas pu faire un programme de rupture écologique parce qu'il n'y avait pas de pureté des candidats. Enfin, franchement, moi, ça me outre, ça m'énerve. Je suis franchement énervé. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même des candidats qui sont flamboyants. Par exemple, Rachel Keke, moi, je trouve qu'elle est géniale. Je l'ai entendu parler cette semaine quand elle a dit ce qui s'est passé dans mon hôtel, c'est politique. Putain, je dis waouh. Le degré de politisation de cette femme qui s'est battue dans son hôtel et qui dit en fait, moi, je veux une politique qui soit en faveur des mamans, qui soit en faveur des quartiers. Moi, je me dis en fait, ça me fait plaisir que demain, ce type de personnes, c'est-à-dire qui ne sont pas des politiques carriéristes, mais qui ont fait de la politique dans leur lutte, puissent être à la représentation nationale, parce que c'est ces gens-là qui sauront en fait ce qui est bien pour le bien commun et pas des gens carriéristes. Donc voilà, moi mon propos c'était juste qu'on passe à côté d'une échéance qui est cruciale, notamment quand on sait, vous le savez tous, mais que voilà, le GIEC il a dit qu'on n'a plus que 3 ans pour agir, et là c'est notre dernière chance démocratique de dire il y a un vote qui peut permettre d'agir derrière, et en fait qu'on s'en saisisse pas, d'autant plus que moi je pense que la stratégie qui est de dire voter Mélenchon Premier ministre, c'est une bonne stratégie parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont voulus de ne pas avoir voté LFI après le premier tour et ils ont dit putain j'ai raté l'occasion, et en fait là c'est la chance d'aller rameuter ces gens-là, d'aller rameuter les abstentionnistes et de dire allez votons pour un programme, votons parce que là c'est la dernière chance avant les 3 ans de faire une action par le vote. Voilà mon propos. Merci beaucoup, Drantise. Juste pour dire qu'on va reprendre les tours de parole, parce qu'on va pas tarder à clôturer le space pour pas terminer trop tard. Renard, ça fait un moment que tu es là, tu n'as pas pris la parole. Ouais, on va faire un dernier tour et après j'écoutais beaucoup ce qu'il disait. À un moment donné, je voulais prendre la parole, mais ce qui a été dit pour moi était l'essentiel, donc je vais redescendre parce que c'était déjà bien intéressant. Merci beaucoup. Super, il n'y a pas de quoi. Camarade lesbienne. Oui, bonsoir. Merci pour ce space, c'est très intéressant. Moi, j'avais juste, je voulais intervenir pour revenir sur une chose du space d'avant. C'est par rapport aux attaques qui sont faites contre Taha Bouaf et sur la façon du coup dont on y répond. Parce que du coup j'ai entendu plusieurs fois comme réponse le fait de dire oui mais il a fait appel donc c'est suspensif et tout, et en fait je trouve que stratégiquement c'est pas une réponse très très forte, et c'est embêtant parce que justement par exemple il y a la co-animatrice là qui disait
oui, mais regardez, par exemple, Darmanin et tout ça. Bah oui, mais en fait, dans la réalité, enfin, qu'il y ait un appel ou pas, on ne trouve pas légitime la condamnation, la première condamnation de Taha. Et donc, pas forcément d'utiliser du coup des arguments juridiques, mais d'aller sur le fond, en fait, et aussi de peut-être déconstruire le fait que les décisions de justice seraient déconnectées des enjeux de pouvoir dans la société. Enfin, désolée, j'essaie de parler vite, mais c'est peut-être pas très clair. Non, Voilà. mais Et donc du coup, en vrai, clair, je trouvais que c'était dommage en fait d'utiliser cet argument, le fait que l'appel soit suspensif, parce que je trouve qu'il est moins pertinent et qu'il est plus facilement attaquable, et qu'en vrai, si jamais du coup c'est confirmé en appel, on fait quoi? Bah, en vrai, non, on va continuer à le défendre, en fait. Donc, tendre une perche pour se faire un peu battre, c'est un peu... Non, je l'ai... Moi, je suis d'accord avec... C'était juste... et ça ciblait personne, hein, je ne sais même pas qui en a parlé, mais c'était en non, général, moi, on disait. moi, Et ça me fait penser, je rajoute juste ça, et après, je te vas-y, laisse vas-y. et je descends. non, vas-y, mais je regrette aussi, c'est le fait que il a été investi candidat, mais que derrière, ils n'ont pas très bien géré... Enfin, certains de la FI qui ont pris la parole, je pense à Quatennens par exemple, et franchement c'est dommage quoi. À un moment donné, si vous assumez ça, clarifiez-vous en interne de ok, on répond quoi. Enfin, bon, je sais pas, je suis pas du tout dans l'interne de la FI, mais en vrai je trouvais ça très dommage parce que du coup ça fait nourrir la polémique, alors que s'ils avaient répondu de façon très nette, genre non ça nous atteint pas et on assume et enfin ça nous embête pas quoi, on le défend et c'est tout. Ça permettrait aussi de mettre plus vite fin aux critiques, et là j'ai l'impression que du coup les gens ils se disent ah tiens, il y a peut-être un truc à creuser, il y en a que ça gêne un peu à la FI, du coup vas-y on va enfoncer le clou pour voir. Voilà. Ouais, pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi sur la réaction de la FI. J'ai eu quelques infos. Apparemment, c'était totalement un malentendu. Katniss n'était pas du tout préparé. En fait, il ne savait pas qu'on allait lui poser la question. Du coup, comme il n'était pas préparé, il a bafouillé un peu. En tout cas, moi, ce qu'on m'a dit de source très, très sûre. Par contre, je suis d'accord sur le fait que c'est prêter le flanc. Quand tu montres ce type de faiblesse, tu prêtes le flanc, les gens vont voir que c'est par là qu'il faut taper. Sur la question de la présomption d'innocence, de l'appel est suspensif, etc., c'est moi qui l'ai utilisé dans l'autre space. Et d'ailleurs, je leur ai clairement dit que je ne l'utilise pas pour dire non, c'est bien ou c'est mal. C'était pour leur dire que vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un avant de respecter la présomption d'innocence, etc., et puis de venir vous-même, par exemple, violer la présomption d'innocence. Donc, je leur ai même dit que là, ce à quoi je suis en train de vous renvoyer, c'est votre manque de cohérence. Je veux bien que vous réclamiez que l'on respecte la présomption d'innocence, mais par contre, il faudra que vous respectiez vous aussi la présomption d'innocence si vous revendiquez un pareil droit à votre égard, notamment par rapport à greffe générale ensuite. Mais je sais que c'est un argument faible. C'est d'ailleurs pour ça que je leur ai dit, mais moi, je ne suis même pas pour la judiciarisation. C'est pour ça que j'ai bien expliqué pourquoi je ne suis même pas pour l'exigence d'un casier judiciaire vierge pour accéder aux fonctions électives. Mais par contre, je suis ouvert, par exemple, au fait d'inéligibilité ou des choses comme ça pour quelqu'un qui est déjà au pouvoir et qui en a fait un abus. Là, on peut effectivement voir que cette personne a eu l'occasion d'exercer le pouvoir et a pu détourner le pouvoir. Mais par contre, si on judiciarise ces questions dès le départ, c'est-à-dire dans le processus de sélection de qui peut accéder au pouvoir ou pas, on sait très bien que le système judiciaire ici et le système politique est biaisé contre des gens comme Taha. Pour nourrir un petit peu ton intervention, il y a un trait de CM Abzak qui était présente au palais de justice lors du jugement de Taha, et où on voit très clairement la ligne de défense de Taha Bouaf, qui est en gros de gros, c'est pas comme ça qu'ils l'ont présenté, mais c'est vraiment une arabe de service, donc c'est pour ça qu'il le dit. Mais ce que dit camarade, c'est pas sur la ligne de défense de Taha, mais ce que nous, effectivement, en tant que militants... C'est le but de mon intervention pour qu'on puisse, en tant que militant, avoir les armes pour. C'est pour ça que je voulais développer ça. Oui. C'est que, en gros, c'est ce qu'il avait expliqué,
c'est que politiquement, elle jouait un rôle, entre guillemets, d'arabe de service et qu'elle revendiquait elle-même son ethnie à des fins politiques. Quand elle explique que la politique n'est pas, que la police n'est pas raciste parce que elle est représentante syndicale, et elle se renvoie elle-même à sa condition ethnique à des fins politiques. Donc, le commentaire de Taha est politique. Les arabes de service, c'est quelque chose qui est théorisé dans la politique de lutte contre l'extrême droite depuis très longtemps. Il y a eu le premier procès de Camus, donc Taha l'a très justement tweeté, où il parlait justement d'arabes de service et que les mêmes personnes qui ont poursuivi la condamnation ont dit qu'ils en avaient assez de rejouer l'arabe de service au FN. Donc oui, c'est des concepts qui existent en politique. C'est ça qu'il faut défendre. Et du coup, la prochaine fois qu'on se retrouve dans une situation comme ça, dans un space, où on nous renvoie la balle sur Taha, il faut défendre sa position politique qui est juste en soi. Elle a pas, et en plus, c'est quelqu'un d'antiraciste. Le fait de traiter les antiracistes de racistes, c'est une stratégie qui est claire pour pouvoir décrédibiliser les luttes. Quelqu'un comme Taha Bouaf qui milite quotidiennement contre le racisme dans ce pays ne peut pas être renvoyé à du racisme parce que il fait une critique entre guillemets constructive envers quelqu'un de sa communauté. Donc voilà, c'est juste pour donner des arguments et donner plus de fond à ton intervention qui est très juste à mon sens. Ouais, merci beaucoup. Je fais juste un mini intervention, c'est pour rebondir. Merci beaucoup je suis d'accord qu'il faut absolument le défendre sur le fond. Et c'est pourquoi j'insistais aussi de ne pas défendre avec cette forme de dire que l'appel est sportif, je sais pas quoi, c'est que pour toutes les affaires de violence sexuelle, on sort tout le temps la présomption d'innocence ou alors des appels ou je sais pas quoi, tu vois, que c'est jamais tranché sur le fond en fait par la justice, enfin c'est assez rare. Et que du coup, quel que soit le combat, si on peut ne pas utiliser cet argument, mais rester sur le fond des choses, ça c'est mieux aussi, je trouve. Merci, camarade. Chefi, est-ce que tu es encore là? Ouais. Bonne soirée, merci, c'était très instructif. D'accord, bonne soirée. Et il y a Je vois Chiro. Ah oui, je vois Chiro, il n'a pas encore parlé. Oh, ça fait longtemps qu'il est là. Ouais. Du coup, en fait, il y avait énormément de choses sur lesquelles je voulais revenir, mais bon, je pense qu'on va essayer de faire un peu court. Et je pense que par rapport au PS, on va encore y revenir, en fait. Un truc qui m'avait pas mal marqué, en fait, quand on disait que oui, en 2011-2012, effectivement, lorsque les gens voyaient les PS, en fait, que finalement, on était à peu près heureux. Bon, c'était pas totalement de gauche, mais on était en mode, bon, vas-y, franchement, c'est les frérots, c'est tranquille, tu vois. Et un truc qui m'a pas mal marqué sur le vote de 2022, c'est vraiment la débâcle du PS au national, mais surtout dans les Antilles, en fait, parce que du coup, moi, je suis martiniquais, du coup, c'est mon terre-terre, quoi. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que, ouais, bon, après, on sait comment ça s'appelle, Mélenchon a juste tout gagné, en fait, là-bas au premier tour, et après, ça a été Marine Le Pen. Et le truc qui m'avait vraiment interpellé sur le premier tour, sur le premier tour des présidentielles, c'est que vraiment le PS était inexistant. Alors que vraiment en 2012, ça a voté massivement en fait. En 2017, bon voilà, ça a voté massivement Macron aussi parce qu'on était en mode c'est bon, c'est un ancien du PS, donc concrètement c'est la même ligne en fait. Et je pense vraiment que les Antilles sur le basculement des forces à gauche en fait dans le pays en fait, c'est vraiment l'un des premiers endroits où il faut regarder parce que concrètement nous sommes finalement les personnes qui supportons le plus en fait concrètement en fait, surtout que concrètement désolé, je parle pas de mots parce qu'il commence à faire un peu tard quand même. C'est surtout que oui, par exemple la situation martinique dans les Antilles en général est tellement désastreuse qu'en fait que ça a toujours été fait, ça a toujours été dit qu'on a besoin d'une gauche forte en fait, et ça se voit tous les jours là-bas en fait. Et je pense vraiment que si le PS avait quelque chose à foutre en fait, dès 2017, ils auraient dû sentir qu'il y avait quelque chose qui se passait aux Antilles en fait, et se dire peut-être qu'on était dans le faux. Mais bon, après encore une fois, généralement pour les gens en métropole. Les Antilles, c'est bien seulement pour aller en vacances, pour filer le Covid à tout le monde et faire des reportages pour dire que ce sont des gros cassos en fait. Donc voilà, du coup c'est des colonies quoi. Oui, aussi, mais voilà, j'aime bien dire, j'aime bien prolonger le propos parce que voilà, juste dire des colonies, c'est.
Donc voilà, et je pense vraiment que à ce niveau-là, en fait, c'est pour lorsqu'on dit que le PS a tout perdu à ce niveau-là, je pense que rien que le fait que les Antilles en elles-mêmes ne reconnaissent plus du tout le PS comme étant une force de gauche, en fait, et ça se voyait dès 2017, aurait dû être déjà un signal fort que le PS aurait dû interpréter, en fait. Et bon, mais bon, encore une fois, la vie des colonies, ça ne compte pas. Donc voilà, bon, c'est ce qui s'est passé, quoi. Ouais, merci beaucoup. V. Bonjour tout le monde. Moi, je dis que j'ai écouté le space d'avant et ce que j'ai entendu beaucoup, c'est de la fragilité blanche. Je ne sais pas si c'est un concept qui est très populaire en France, mais ce sont donc des personnes blanches que quand on fait un petit reproche à leur système, là, ils se sentent personnellement attaqués et donc vont défendre des choses qui n'ont pas du tout de sens. Et moi, en tout cas, ce qui m'a tué, c'est d'entendre la LICRA comme quelque chose d'anti-raciste. C'est parce que moi, la première fois que j'ai entendu la LICRA, c'est que j'étais sur Twitter et ils étaient en train de supporter les personnes d'extrême droite qui étaient contre le rappeur là, qui avait fait la chanson Prendre les Blancs. Et je me disais, ça, c'est quel antiracisme? Ça, c'est du racisme. Je montre les racismes. Donc, moi, quand j'ai toujours su. Ouais, j'ai toujours su que c'est la première fois que j'ai entendu parler de la LICRA et je me suis dit, ça c'est une organisation, en tout cas de suprémacistes blancs. Parce que si on est ici en train de dire que faire un clip comme ça, c'est la même chose que du racisme et qu'on est aux côtés des suprémacistes blancs. Donc, mais quand ils ont côté ça, moi je me suis dit, c'est, en tout cas, ce sont des enfants qui font un peu bourgeois riches, mais je pense que c'est tellement de la fragilité blanche. Et ce qui, moi ça me choque toujours quand j'écoute les gens parler du Parti socialiste, parce que la première chose qui m'a un peu choqué quand j'ai suivi, c'était le débat du voile. Parce que moi, je sais que c'est tellement fou que une personne trumpiste, moi, m'a dit que si on allait interdire les signes religieux, c'était tellement mauvais. Quand c'est très, très à la droite des trumpistes, moi, je dis qu'il faut demander les questions parce que c'est un débat toujours que je ne comprends pas. Je comprends pas. J'habite aux États-Unis, donc on n'a pas vraiment ça, en tout cas. Et c'est ça qui m'avait toujours dit que, en tout cas, le Parti socialiste, quand on commence à parler de ça, ce n'est pas vraiment la gauche. C'est quelque chose de. Ou bien c'est une gauche qui est très. Qui veut donner des. Je ne sais pas comment on dit ça, ça me fait penser aux gauches de la Scandinavie où tout le monde est prêt pour partager tout parce que c'est très. Il n'y a pas beaucoup de diversité là-bas, tout le monde est très très blanc, donc il n'y a pas de problème. Mais quand c'est de partager les ressources avec donc les personnes racisées, ça commence à dire ah mais non, ça ce n'est pas républicain, ça ce n'est pas ça. Donc c'est toujours très, pour moi, c'est lié euh, à la race. Toujours quand on regarde, parce que c'est toutes les choses qu'elle n'aime pas, ce sont les choses qui sont, on va dire, pas blanches. Et quand on a dit blanc et ils ont tout perdu là, moi, c'est là que ça. En tout cas, moi, j'étais au travail, mais j'ai rigolé beaucoup. Mais en tout cas, je pense que moi, je regarde tout et je dis ça peut toujours retourner à la suprématie blanc. Et c'est la chose qu'on appelle, ici, je pense qu'on appelle, je sais pas comment on dit ça, mais c'est un biais inconscient. Ça veut dire que même si on ne s'assoit pas et dit, moi, je vais faire du racisme, mais les actions et nos gestes, c'est pour renforcer ce système de suprématie blanc. Et c'est ce que ces deux personnes faisaient, en tout cas, en disant que le racisme, c'est un délit, et toutes les choses comme ça, comme si les personnes ne sont pas racistes chaque jour et rien ne s'est passé, en tout cas, en ce qui concerne la France. La seule chose que je peux toujours dire, c'est que toutes les campagnes présidentielles que j'ai vues étaient tous construits autour de la suprématie blanche et une négrophobie et une islamophobie tellement puissante, sauf la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Que moi, personnellement, sa personnalité, moi, ça marche pas, mais sa campagne, ça n'a pas donné suprématie blanche, islamophobie. Donc, si on est une personne, moi je dis même si on n'aime pas Jean-Luc Mélenchon, on a un problème avec son tempérament,
quand on regarde, en tout cas sur le fond, il n'y a pas de, il y a pas, c'est pas construit sur la suprématie blanche. Donc, ça peut toujours marcher. Merci. Ouais, merci beaucoup, Vi. On va terminer avec Tatum et Gaïa, si jamais il veut reprendre la parole. Vas-y, Tatum. Alors, moi, je voulais réagir à l'intervention de notre camarade du PS. Bon, franchement, c'est pas pour lui manquer de respect, puisque je ne connais pas intrinsèquement ses positions politiques, ce qu'il est sincère dans son engagement. Je l'invite quand même, s'il est sincère dans son engagement, à quitter le Parti socialiste pour rejoindre la France insoumise ou un autre mouvement que le Parti socialiste. Parce que moi, je me rappelle d'une chose. Bon, je suis un peu jeune, donc j'ai pu voter. J'ai jamais voté pour le Parti socialiste de ma vie. Mais je me rappelle qu'en 2012, à l'élection d'Hollande, il y avait ma mère qui était hyper heureuse, qui sautait partout dans la maison, et mon père qui était fâché. Donc moi, je comprenais pas trop ce que c'était que la gauche et la droite à l'époque. Donc je demande, j'ai dit, bah, c'est pas bien que la gauche ait gagné. Mon père, il m'a dit, tu vas voir que ça va être exactement pareil. Lui, il avait voté pour Mélenchon à l'époque. Il a dit que ça va être exactement pareil et que Hollande, c'est moins pire que Sarko, mais qu'il n'y a pas de quoi se réjouir, en gros. Et il avait totalement raison, parce qu'en fait, le PS a vraiment une ligne de droite depuis très longtemps. Et que je pense que s'il reste des franges, entre guillemets, gauchistes là-bas, je pense notamment à ce que proposait Hamon avec le revenu universel, qui pour moi est quelque chose de très, très intéressant, en 2017. Là où on avait vraiment deux programmes de gauche différents et deux propositions au premier tour. Je pense que le Parti socialiste, intrinsèquement et dans son histoire, on peut lui reprocher toutes ces franges de droite. Et moi, j'ai du mal en fait avec les partis qui ont plusieurs lignes. La France insoumise n'a qu'une seule ligne en fait. Quand on regarde, c'est un programme qui a été construit par la base et qui répond aux enjeux de demain. Et il n'y a pas une ligne ou une autre. Bon, allez, on va dire que y a certains qui disent qu'Adrien Quatennens et Ruffin sont problématiques sur 2-3 points, etc. J'y crois pas trop. Mais bon, bref, il y a pas un Valls et un Hamon en fait dans le même parti. C'est pas ça qui se passe. Et moi, j'ai du mal aussi avec le fait, enfin, OLV, on peut lui faire le même reproche. T'as une ligne Sandrine Rousseau, une ligne Jadot. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse faire campagne avec la même énergie pour Jadot ou pour Sandrine Rousseau, porter le même projet quand tu t'appelles Jadot et quand tu t'appelles Sandrine Rousseau. Et je peux faire le même rapprochement avec Valls et Hamon en 2017. Enfin, de manière générale, pour moi, un parti, c'est soit on a une cohérence et une ligne partisane qui est claire, et dans ce cas-là, bah, tu arrives à fédérer autour d'une idée. Soit tu l'as pas, et dans ce cas-là, bah, en fait, on a assez de partis politiques avec assez de lignes pour pouvoir se retrouver, en fait. C'est pour ça que j'ai un peu de mal. Si tu as envie de faire la lutte des classes, tu vas pas au Parti socialiste. Si tu as envie d'avoir une petite gauche molle, un peu néolibérale compatible avec le capitalisme, bah, pourquoi pas le PS? En fait, ou Macron. Pour moi, la ligne, elle est plutôt, non, Macron, il est un peu plus néolibéral, on va dire, mais pour moi, j'ai du mal avec ce côté partisan à plusieurs lignes. Non, pour moi, si t'as soit une ligne assumée et franche, soit bah tu quittes en fait. Tu vas pas venir dans un parti et essayer de le droitiser. Moi je trouve pas ça normal. Je trouve que les partis gagneraient à avoir la même ligne et la même cohérence comme la France insoumise. Et je pense que c'est quelque chose qui plaît aux gens qui ne sont pas forcément qui s'intéressent à la politique, mais qui ne sont pas forcément d'un point de vue partisan, qui se disent que en fait le point de vue des idées prime sur les partis et les étiquettes. Et je pense que ça plaît même au quartier populaire. Et je pense que la gauche gagnerait justement à gagner en crédibilité sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, le PS, je pense qu'il y a quand même un intérêt stratégique, comme je l'avais expliqué à ma première intervention, on va dire la frange gauche, Hamon qui est déjà parti, mais on sait jamais qui veulent venir faire l'union. Donne sa force à la France insoumise, puisque si tant est que ça soit 1%, on sait très bien que même 1%, ça peut tout faire changer. Et si je sais pas, si on rate la majorité de 2 ou 3 sièges, enfin ça sera encore pire, tu vois. Je pense déjà on aura quand même des débats plus qualitatifs à l'Assemblée nationale, mais ça serait quand même dramatique qu'on puisse pas avoir une cohabitation si il y a 5 ou 6 sièges du PS qu'ils ont réussi à gratter nous passe sur le nez. En fait, c'est ça qui me pose problème. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est mon avis.
Ok, Ouais. merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, on va clôturer le space. Voilà, c'était un random space de plus. Je sais pas, ça faisait un petit moment là qu'on n'avait pas fait. Bon, je vois qu'il y a 300 personnes dans le space. Je vous invite à rendre hommage à la créatrice des random space. Donc j'ai épinglé un tweet là, tout en haut. Je veux que tout le monde clique sur ce tweet. Hein, c'est Zoubida qui a créé les random space. Et en ce moment, elle fait un podcast qui s'appelle Conversation féminine. Et du coup, je veux que demain, quand elle se réveille, elle ait des stats de ouf sur son podcast et qu'elle comprenne pas pourquoi. Voilà, donc je vous invite tous à cliquer là-dessus. S'il vous plaît, faites-le. Et les podcasts sont cool. Donc, vous allez quand même apprendre quelque chose parce que c'est des parcours de Attendez. femmes hyper compétentes. C'est génial, en tout cas. Tatou, mais ici, il n'y a pas de main levée, en fait. Tu coupes les gens. Ouais, je sais, je veux juste pas te couper la parole et je voulais pas que le space se coupe non plus. J'ai juste un message de McTen à faire passer. Il m'a dit STP place que le PS c'est une partouze de social traître à la République qu'ils ont créé le printemps républicain avec cette sous-merde de Amin El Khatmi qui est la plus grosse usine à produire de la pensée d'extrême droite. Voilà. Donc je trouvais que c'était une intervention très très juste. Bah vas-y, Montaigne, il va clôturer le space. Ça a l'air marrant. Mais avant, non, parce que avant, enfin, on parlait quand même du podcast de Zoubida. Oui, on continue à donner de la force. Ouais, voilà. Je vois pas 300 RT encore. Donc, ouais, Rêve, continue. Ah non, moi je disais que c'est pas juste pour lui faire la surprise, ce serait cool, mais le podcast est super intéressant parce que c'est des parcours de femmes, qui sont féministes, qui sont pour la plupart sénégalaises, africaines. Et je pense que ce qui nous manque en France, en fait, c'est de nous décentrer, d'écouter les gens, d'avoir des petites capsules de vie où, pendant un certain temps, tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre et de voir leur perspective, en fait. Et moi, j'invite tout le monde à écouter ça parce que c'est vraiment génial. Pour moi, il y a ça et il y a les podcasts Les Pays sur Terre de France Culture. Je la place à ce niveau-là, les conversations féminines. Voilà. Vas-y, Mac10 ou Mac10, je sais pas comment. Ah, bonsoir. Non, mais c'était juste pour rappeler, parce que tout à l'heure on parlait des créations des Frankenstein du PS. On est dans un parti qui défend encore le printemps républicain et ses fondateurs, qui sont toujours membres du PS à l'heure actuelle. Donc on vient pas parler de lutte des classes lorsque le premier think tank de l'extrême droite est au PS. Et il n'a jamais été renié. Le printemps républicain et son héritage n'a jamais été renié. L'islamo-gauchisme et tous les tares qu'on se tape depuis des années, ça vient d'eux. Ça vient pas de Marine Le Pen, ça vient de Zemmour, ça vient pas de tous ces soi-disant grands penseurs d'extrême droite. Non, ça vient des gens qui se disent de gauche. Donc à un moment donné, le PS, s'il vous plaît, hein. La propagande, ça va 2 minutes. Soyez mignons. Je comprends la politique locale, c'est important pour les gens. Vous le faites pour vos prochains, mais à un moment donné, faut être réaliste. Vous êtes dans un parti qui est un ennemi de classe, qui est un ennemi pour la République, voire même, si on veut aller au plus loin. Un parti qui a trahi le peuple, qui a trahi les institutions, qui a fait monter des gens, on sait même pas d'où ils sortent, ils partent, ils reviennent. Donc voilà, moi je vous dis juste, pensez à votre... Si vous êtes là pour être animé par un mouvement humaniste, parce que j'ai vu des gens avec des images de citations de Jean Jaurès en fond d'écran dans leur profil, écoutez, cet homme il a donné beaucoup à la France et à la gauche, respectez-le. Si vous êtes encore au PS, ne le citez plus en fait. Laissez-le dans sa tombe, il sera très bien comme ça. Parce que les pseudo-moralisateurs du PS qui utilisent l'héritage du PS, cet héritage qui est puissant, qui est fort, qui a une importance, mais une importance historique pour la lutte, aujourd'hui c'est plus le cas. Aujourd'hui vous êtes dans un parti où il y a Amin El Khatmi qui est le fondateur, qui est le membre fondateur du printemps républicain. Moi je vais m'arrêter là. Et puis force à ta.
Merci JD. Merci. On va Alors, laisser celui-là, le Ta ou l'autre? Parce qu'on ne sait plus maintenant de quel Ta on parle. Ah non, celui qui se fait matraquer par. Ah voilà, des toi tu dis traqueurs. merci. Ouais, Ouais. donc moi. Ah On oui, parle c'est de toi. moi, on parle de moi. Mais, Ouais. mais, Ta, ici, s'est fait massacrer, a reçu des. C'est vrai.